Aujourd'hui, plongeons dans une réflexion profonde sur la nécessité de repenser nos habitudes, nos valeurs et nos modes de vie dans ce nouveau contexte en constante évolution. Nous explorerons les défis qui accompagnent le changement, mais surtout nous dévoilerons les opportunités qui émergent lorsque nous embrassons la possibilité de vivre autrement. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro d'Une Graine Germe, Frédéric Matisse, l'initiateur et le directeur ou fondateur du réseau Être, 16 écoles de la transition écologique, dont l'idée a commencé à germer dans sa tête il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce sont 19 écoles réparties sur tout le territoire, même plus d'ailleurs, essentiellement à la campagne, qui forment des jeunes au métier manuel de la transition écologique. Préparez-vous à découvrir des idées innovantes, à remettre en question le statu quo et à vous inspirer pour créer une réalité plus en accord avec vos aspirations profondes. Cet épisode sera une invitation à réapprendre, à grandir et à naviguer avec confiance dans ce nouveau monde qui se dessine. Installez-vous confortablement. Ouvrez grand votre esprit à de nouvelles perspectives et laissez-vous emporter par cette exploration audacieuse de la vie dans un monde en constante transformation. Bienvenue sur Une Graine Germe. Bonjour et bienvenue dans Une Graine Germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une Graine Germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête? Bonne écoute! Bonjour Frédéric et bienvenue sur le podcast Une Graine Germe. Alors avant de démarrer notre discussion, j'aime bien commencer et entamer le podcast par des petites questions brise-glace et donc du coup j'en ai une petite. Donc nous sommes sur le podcast Une Graine Germe, c'est le podcast qui laisse la place à chaque nouvelle idée, chaque remise en question de germer. Donc vous concernant, justement, quelle a été la dernière chose dont vous avez pris conscience, la dernière petite graine qui a été semée dans votre esprit et peut-être qu'elle est aujourd'hui juste à l'étape préliminaire de gestation, peut-être qu'elle a déjà commencé à germer. Voilà, quelle a été vraiment la dernière petite chose qui est arrivé en vous? Alors c'est très très basique et très simple, hein, dit comme ça, mais depuis hier j'ai arrêté de fumer. Ah. Alors c'est un petit détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et parce que bon, moi j'ai un père qui fumait énormément, donc j'ai été fumeur passif toute mon enfance. Et puis arrivé à l'adolescence, évidemment, je suis tombé là-dedans en me disant au départ jamais je ferai ça parce que vu mon père je le ferai pas, et puis finalement on se laisse embarquer, et donc voilà, donc ça a pas mal accompagné ma vie pendant assez longtemps. Et donc là voilà, depuis 2 jours je suis alors ça a été une prise de conscience aussi sur la notion de liberté en général aussi, et que finalement c'est aussi une drogue. Et vu les impacts depuis 2 jours, je peux dire et je peux affirmer que c'est effectivement une drogue parce que c'est difficile d'arrêter. Et voilà, donc c'est une petite chose, c'est pas forcément intérieur, mais quand même ça fait bouger pas mal de choses aussi en intérieur. Donc voilà, comme petite graine à partager tout de suite, c'est ça là. Comme toutes les addictions, en fait, effectivement, derrière, on sent que c'est
les changements sont jamais très simples et c'est intéressant parce que quand on parle aussi de contexte environnemental et de changement de changement de métier, de changement de vie, et on va en parler aujourd'hui, c'est pas simple non plus. Chaque transition n'est jamais simple et pour autant ça veut pas dire que c'est pas parce que c'est pas simple que c'est pas pour aller dans une meilleure direction. Mais il faut réussir à tenir le coup. Alors, moi, je vais me permettre, si vous me le permettez d'ailleurs, c'est de vous demander qu'est-ce qui a motivé votre arrêt de tabac. Quels ont été, parce qu'on a chacun des leviers de motivation extrinsèques ou intrinsèques qui diffèrent et qui nous sont propres. De votre côté, ça a été quelle chose en particulier ? Alors, en particulier, c'est la rencontre d'une personne et on s'est motivés tous les deux et c'est quand même toujours plus facile hein, et elle me motive beaucoup et m'accompagne dans cette décision-là et donc je la remercie du coup via cette voie de podcast. Et puis plus largement c'est quelque chose aussi qui est dans la question de cohérence finalement. On parle effectivement d'écologie. Moi ça fait 20 ans que je parle d'écologie et puis ces cigarettes et puis cette industrie et puis tout ce que ça génère et engendre en fait sur l'individu mais aussi sur le fait de l'addiction, etc. Donc c'est plus ces côtés-là que la question finalement purement financière, qui est aussi une motivation évidemment, mais en tout cas là c'est vraiment plus se dégager finalement d'une espèce d'habitude néfaste et peut-être même morbide. Et je trouve le parallèle finalement avec que ce soit les gestes individuels, mais même sur le changement systémique, c'est assez c'est assez intéressant. Je l'avais pas forcément vu comme ça, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une espèce d'habitude, peut-être même d'addiction à la consommation, addiction à un mode de vie, addiction à la simplification outrancière des choses peut-être. Et du coup, pour s'en dégager, oui, ça demande un effort. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on y arrive ? Et puis la notion de liberté dont vous parliez juste avant, effectivement, c'est une liberté dans le geste au quotidien. On n'est plus attaché à telle habitude. Donc ici, c'est le paquet de cigarettes. Mais c'est aussi la liberté, j'ai envie de dire plus largement dans votre cas, du système aussi un peu capitaliste de consommation et de contribution à un univers qui est loin d'être favorable pour l'environnement. Alors là, on parle de la cigarette, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Il y a pas... Là, je pointe le doigt, c'est pas pour vous mettre ou culpabiliser d'autres fumeurs qui nous écoutent. Mais bon, c'est intéressant de voir que derrière chaque changement d'habitude ou de transition, derrière, il y a des motivations qui peuvent être individuelles et qui nous permettent de nous rejoindre au sein vers une même conclusion, finalement, qui est d'arrêter telle ou telle habitude ou de changer. Donc voilà. Peut-être que vos motivations auront parlé à d'autres personnes aujourd'hui. Tant mieux, si c'est le cas. Alors, du coup, on va continuer un petit peu à essayer de connaître et de comprendre qui est Frédéric. Si vous deviez vous présenter de la manière dont vous voulez, en quelques mots-clés, qu'est-ce que vous diriez de vous ? Très bonne question. Alors, je dirais que globalement, ça fait très peu de temps, mais j'assume le fait de dire que je suis entrepreneur. C'est-à-dire dans le fait d'entreprendre en fait des choses qui sont pas forcément j'allais dire naturelles et logiques, c'est-à-dire plutôt proposer en fait une espèce de voilà, entrepreneur. Ça c'est peut-être la première chose. Ça, c'est ce qui me définit le mieux. Après, je disais des fois poète, entrepreneur, dans le sens où on propose des choses des fois un peu hors normes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette côté au niveau de l'entrepreneuriat. Des fois, on nous dit il faut faire une espèce d'étude de marché, il faut s'appuyer sur des bases, etc. Moi, en tout cas, perso, j'ai jamais fait ça. Je suis toujours parti d'une intuition ou d'un rêve. Et du coup, ce que je disais il n'y a pas très longtemps, c'est que pendant 20 ans, la chose que j'ai le plus entendue chaque fois que je lançais un projet, c'est ça ne marchera jamais. Et alors peut-être que ça, c'est aussi un moteur dans mes actions, c'est-à-dire que plus on me dit ça marchera jamais, c'est pas forcément que j'ai envie de démontrer que ça marche, mais en tout cas que donner vie à une intuition, ça lui permet d'exister. Alors après,
Comme je dis aussi souvent, en 20 ans, il y a eu certainement beaucoup plus d'échecs que de réussites, mais les réussites se nourrissent aussi de ces échecs. Et donc voilà. Et donc je dirais, peut-être pour trouver un mot un peu plus poétique que entrepreneur, qui est un peu aussi galvaudé, je dirais rêveur-faiseur, peut-être quelque chose dans cet ordre-là. C'est-à-dire j'ai des envies de faire ou de rendre concret certaines de mes intuitions, certains de mes rêves, et de les rendre concrets dans la vraie vie, avec tout ce que ça engendre comme frustration aussi. Un entrepreneur plus du cœur que cérébral. Bien que derrière on ait besoin des capacités cérébrales pour concrétiser ses rêves, mais ça vient. J'ai l'impression que vos projets, en tout cas, viennent du cœur avant tout. Oui, du cœur, des rencontres aussi, beaucoup de rencontres en fait. Je pense que les choses, c'est aussi se laisser porter un petit peu. Moi, je considère aujourd'hui que c'est compliqué en fait enfin c'est compliqué, voire impossible de se projeter, de faire des plans concrets, etc. Parce qu'on parlait du système et comment on s'en extirpe quelque part. Moi, je suis pas forcément révolutionnaire dans le sens abattre le capitalisme, etc. Même si j'en vois ou j'en ressens les limites. Mais c'est plutôt comment on fait pour proposer. On parle beaucoup en ce moment de nouveaux récits. On parle de la construction de quelque chose d'autre, quoi, d'alternatif en tout cas. Et pour faire ça, pour moi en tout cas, c'est qu'on n'a pas forcément et peut-être tant mieux, mais on n'a pas de réponse toute faite, toute prête, prête à mâcher, prête à utiliser. Mais du coup, il faut expérimenter, il faut faire en fait. Et je crois que dans ce espèce de temps de trouble, on va dire, trouble écologique, social, de référence, de modèle même, enfin, de ce qui nous relie, etc. Dans ce temps de trouble, en fait, c'est faire qui nous permet de défricher les potentiels récits de demain, quoi. Alors, je vais me permettre une petite digression parce que le hasard fait que hier, j'ai enregistré un épisode de podcast, mais pour ma deuxième émission de podcast qui est Éclosion, avec une jeune femme, et on a parlé, le sujet principal, c'était de parler du slowpreneuriat. Donc là, comme vous m'avez parlé d'entrepreneur et avec le cœur, et qu'on parle aussi un petit peu d'écologie, et moi dans ma tête, moi ce que j'aime bien, comment je vis l'écologie, c'est que je vis les écologies. Il y a l'écologie environnementale, la nature, etc. Et puis il y a l'écologie aussi de l'être en fait, de l'être vivant, que nous sommes, nous, êtres humains, comme les autres êtres vivants qui nous entourent. Et donc du coup, je veux juste en profiter pour faire une petite question un petit peu à part. Je ne sais pas si vous, le slowpreneuriat, c'est un terme que vous avez déjà entendu, et si oui, quelle est votre vision de la chose en fait? C'est intéressant parce que c'est peut être aussi un peu galvaudé, mais j'aimerais bien savoir vous entendre sur la question. Alors j'ai jamais entendu ce terme en particulier, j'ai entendu slow food, j'ai entendu tout ça. Moi je suis je suis passionné de tous ces mouvements, j'adore et je trouve ça très intéressant. Le fait de ralentir, très bien, et tant mieux, peut-être pour prendre le temps aussi de cette célébration, de cette méditation quelque part, enfin en tout cas de la partie inspiration. Après, à titre très personnel, individuel, je suis quelqu'un d'assez pressé. et du coup, c'est que c'est compliqué, parce que souvent il y a un peu cette idée une idée traverse l'esprit, j'ai envie qu'elle naisse et qu'elle grandisse, et du coup des fois un peu frustré si ça va pas assez vite à mon goût, etc. Donc en même temps admiratif de ça, des personnes qui arrivent à prendre le temps. Moi c'est vrai que je suis habité d'une certaine urgence, dans le sens et d'ailleurs je pense que c'est tout l'enjeu de l'écologie aujourd'hui, dans le fait du bouleversement ou du basculement qu'on est en train de vivre, c'est comment on s'extirpe en fait de cette urgence-là. C'est-à-dire que tout nous porterait à penser qu'aujourd'hui il faut agir très vite. Le GIEC notamment, groupe d'experts sur le climat, nous dit on a 3 ans pour agir. 3 ans c'est rien par rapport à l'histoire de l'humanité, à l'histoire de la Terre, etc.
mais en même temps, comment le faire sans remettre en question des principes de démocratie, des principes d'entraide, de tous ces principes-là. Et c'est vrai que je pense qu'on vit dans le mouvement écologiste, peut-être au sens large, je sais pas, mais en tout cas, il y a une certaine tension dans cette vision-là. C'est-à-dire comment on fait pour agir en cohérence dans cette urgence. Ouais. Là, j'avoue que j'ai pas trop, à titre individuel, moi je suis un peu boulimique en fait. Il y a un côté un peu, j'aime beaucoup me nourrir de projets, de rencontres, entreprendre, enfin tout ça c'est... Voilà, peut-être que je le fais trop et trop vite. Des fois, les collègues me disent bon, là c'est là c'est un peu trop, donc on prend le temps et tout ça. C'est eux qui me servent un peu de garde-fou quelque part par rapport à ça. Mais très intéressé par ce concept que je ne connaissais pas en tout cas. Eh bien, en fait, c'est exactement, vous avez mis le doigt dessus, c'est exactement ce pourquoi je vous ai posé la question. Et je suis très contente de vous l'avoir posée parce que je sais, pour le vivre également, à quel point, quand on commence à baigner dans les enjeux climatiques, les enjeux écologiques, et je pense que c'est quelque chose qu'on commence tous à ressentir, qu'on soit plus ou moins sensible à la question, on ressent cette sensation d'urgence, et d'ailleurs qui nous mène à ce qu'on appelle maintenant la fameuse éco-anxiété, l'éco-dépression. Donc il y a les personnes qui aujourd'hui n'en sont pas du tout conscientes et elles continuent leurs habitudes, etc. Et j'ai envie de dire, ça se passe pas trop mal pour elles. Quand on commence un minimum à s'y intéresser, on commence à se dire qu'il y a vraiment une question d'urgence. Et là, c'est effectivement, c'est comment pouvoir assouvir en fait et surtout agir tout en se respectant un minimum en fait. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une jonction et quelque chose sur lequel on doit absolument prêter attention parce que de toute façon on le voit chez les militantistes, il y en a qui s'épuisent, qui s'éreintent, qui se tuent à la tâche cérébralement et physiquement parce que ils ne se respectent plus. Et c'est pour ça que je parlais des écologies. Et moi, dans le côté plus naturopathie, qui est aussi une des facettes de ma vie, je prête beaucoup attention au rythme, à notre rythme biologique. Et surtout, en fait, j'observe la nature qui a elle-même un rythme qui est à la fois rapide, mais lent. Au bout d'un moment, quand on prend le cycle des saisons, la nature a besoin de ces X mois de froid et de repos. Et en fait, pour autant, il y a toujours un enjeu écologique et une urgence dans l'action. Mais je pense que si les acteurs s'épuisent, derrière, il n'y a plus d'action. Donc c'est pour ça que je trouve ça super intéressant de pouvoir s'inspirer du mouvement slow. Et petit spoiler alerte, et je vous donnerai, je vous communiquerai le lien en avant-première de la sortie de l'épisode. Et puis je mettrai le lien dans la description de celui-ci. Je ne sais pas encore lequel va sortir en premier dans les épisodes. Mais ce que nous partageait du coup Laure, qui est la personne que j'ai invitée, c'est vraiment une vision un peu différente que j'avais au moins aussi du slowpreneuriat, parce que vous avez parlé de ralentir. Donc en effet, slowpreneuriat, c'est pas lent, c'est pas quelque chose de lent, c'est quelque chose c'est un processus qu'on ralentit. Mais surtout, il y a 2 éléments supplémentaires qui pour moi sont très importants et c'est pourquoi je l'ai un petit peu associé à ce que vous disiez au début. C'est d'abord ralentir, certes, mais avant tout se reconnecter à son cœur et à ses talents. Donc ça part d'abord des choses que l'on fait bien parce qu'on les fait avec plaisir et envie, ça vient du cœur. Et également ensuite, c'est aller à l'essentiel. C'est l'anti-procrastination, ce qu'on appelle la procrastination active, le fameux présentéisme. Donc forcément, derrière, ça fait qu'on travaille peut-être moins en termes d'heures. C'est peut-être une résultante, mais c'est pas une fin en soi. Mais c'est parce qu'on fait les choses avec plaisir, envie, qu'on les fait durablement. Et en plus, on sait aller à l'essentiel et on enlève le superflu. C'est un peu un mélange entre ralentir et le minimalisme en fait. C'est quels sont nos vrais besoins, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, et on va direct à l'essentiel. Et on arrête les choses superflues qui nous font penser qu'on travaille pour travailler. Vous voyez ? Ouais. C'est un petit peu ça aussi. C'est ça le mouvement slowpreneuriat. Ouais, très bien. Ok, très intéressé du coup par le lien pour le podcast. Ok, alors après on l'a un petit peu tourné, voilà, Éclosion, c'est une émission qui est avant tout féminine, donc forcément on l'a aussi
tourner sur le côté fluctuation de la femme et donc pareil, entreprendre avec respect des différentes fluctuations et des cycles. Voilà, il faudra peut-être faire abstraction un petit peu de cette partie-là, mais en tout cas, on parle... Ça en fait partie, oui. Absolument. Et puis les hommes sont aussi, vivent aussi des cycles, ne serait-ce que le cycle des saisons, et puis leur propre cycle hormonal. Mais moi, je suis un peu moins sur ce terrain-là, voilà, sur le cycle des saisons. Oui, bien sûr. On va continuer. J'ai encore deux petites questions pour continuer à bien vous connaître et à découvrir votre univers. C'est déjà si une personne vous demande vous faites quoi dans la vie, Frédéric? De manière générale, c'est quoi la réponse? Ah, des questions un peu philo, hein. Oui, alors c'est passé par beaucoup de stades et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on me pose la question ou que là du coup dans ce genre de situation genre d'interview etc., on me pose la question, j'ai énormément de mal à répondre et ça me rappelle toujours en fait je suis fan de mon grand-père, je suis pas amoureux de lui mais en tout cas il m'a beaucoup inspiré dans ma vie, donc Papy Jojo. Et du coup, ça a été assez fou parce que toute ma première partie de vie, en fait, moi j'ai commencé donc dans l'associatif à partir de mes 20 ans, hein, donc ça fait 20 ans maintenant. Et donc avec beaucoup de questionnements, pas forcément de rejet, mais en tout cas de questionnements à dire, bah, t'as pas l'air très con, qu'est-ce que tu vas foutre dans ce truc où t'es précaire, où c'est difficile, ou etc. etc. Et mon grand-père en faisait partie, c'est-à-dire que lui, sa vision et son rêve quelque part pour moi, c'était dire bah, il faut que tu deviennes fonctionnaire parce que bah, c'est la sécurité de l'emploi, parce que tu le mérites en gros par rapport aux études que tu as faites, etc., etc. Bon, et du coup pendant longtemps ça a été ça, jusqu'en 2017, 2019. Alors c'est un petit détail et c'est pas forcément, mais c'est des moments de bascule en fait. Donc nous, le projet en fait, il a lieu dans un village de 160 habitants à 50 km de Toulouse, donc on est vraiment dans la campagne. Et du coup, en 2019, suite au fait qu'on a été lauréat d'une fondation, on a eu la visite sur place, donc à l'âge de François Hollande, donc ancien président de la République, et mon grand-père est un socialiste né, quoi. Il y a quand même cet ADN politique, on va dire, en lui. Et le fait qu'un ancien président de la République vienne nous visiter sur place, là, il y a eu une espèce de basculement chez lui à dire ah ben en fait c'est quelque chose d'important, c'est reconnu en fait finalement par la société. Alors il gagne peut-être pas très bien sa vie avec ça aujourd'hui, mais en tout cas c'est quelque chose d'important. Et voilà. Et donc il y a eu cette rencontre là. Moi c'était assez fort parce que aussi c'était un peu réaliser un rêve de mon grand-père, donc c'était chouette. Et donc voilà, c'est plutôt ça sur le sentiment. C'est toujours difficile en fait. Alors il y a des gens qui disent que je suis directeur d'école, il y a des gens qui disent que je suis directeur d'association, on dit des fois fondateur de projet. Ça dépend un peu des jours en fait. Et je crois que moi, c'est pas forcément que je fuis la question, mais c'est qu'il y a une espèce de complexité que j'ai envie de garder. J'ai pas envie de simplifier non plus ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, je fais des dossiers de subvention, je pense à des nouveaux projets, j'écris maintenant des bouquins, enfin, je fais 50 000 trucs différents et c'est ok, et ça vient nourrir en fait le projet globalement. Comme je disais tout à l'heure, je fais des rêves ou j'ai des espèces d'intuitions qui sont pas toujours bonnes, voire souvent pas bonnes plutôt, mais en tout cas, voilà, se laisser le temps justement d'avoir tout ça. Et donc, peut-être qu'au lieu de se demander qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'est-ce qu'on est, puisque c'était ça la première question. Donc voilà, je dirais aujourd'hui entrepreneur, co-directeur, puisqu'on est en co-direction, cofondateur, puisqu'on a cofondé des choses. Voilà, tout ça c'est ce que je fais, mais ça dit pas grand-chose de mon poste et de mon statut. Mais j'aime bien poser cette question parce que à chaque fois. J'ai envie de dire on tombe dans le piège, c'est parce que on a tendance à se définir comme en prenant la casquette, on va dire, professionnelle, alors que ma question c'était vous faites quoi dans la vie ?
C'était pas forcément Oui, alors, dans oui, quoi vous bossez oui, en oui, fait. tout Vous à fait, voyez? tout à fait, tout à Mais fait. c'est en Non, fait non, c'est vrai. inconscient, on y va tout de suite en fait parce on est programmé pour parler de ce qui nous paye en fait. Clairement, hein, soyons honnêtes. Alors, oui, là où je mettrais pas un bémol, mais en tout cas une nuance, c'est-à-dire que moi, ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vis ça, je travaille avec des amis, je travaille en famille, je pense projet matin, midi et soir et nuit, et c'est ça qui me nourrit en fait. Et bon, j'ai des enfants par ailleurs, enfin j'ai aussi plein d'activités autres, je fais de la musique, je fais plein d'autres choses. Mais je veux dire, en tout cas, j'ai jamais vu en fait ce que je fais comme un travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être payé pour faire ce que je fais, mais c'est pas un travail, ce serait comme un hobby qui prend énormément de place dans ma vie. Et voilà, et j'en suis fier. Et du coup, c'est vrai que oui, ok, je suis tombé dans le piège, mais en même temps, c'est pas, je le vois pas comme un travail, quoi, en tant que tel. Ouais, ce n'est pas un piège en tant que tel, hein, mais c'est Non, juste mais intéressant de voir vers quoi oui, oui, tout à ce fait, vers tout à quoi fait. on converge C'est vrai, un peu tous c'est vrai. quand je pose la question. Vous êtes un créateur en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de facettes de créativité en vous. Vous parliez d'écriture, de musique, et puis toutes les idées que vous avez, que d'ailleurs vous concrétisez ou non, mais c'est le propre même de créer en fait. On crée, il y a des choses qui vont à la poubelle et c'est très bien, mais on a peut-être même bien aimé le processus de création, même si à la fin ça va à la poubelle. Donc, ok. Tout à fait. Non, Créateur, c'est joli. Merci. créateur. Je cerne un peu mieux le personnage comme ça. Ma toute dernière question maintenant, enfin c'est pas ma dernière question du podcast, attention, hein, j'en ai encore plein. Mais c'est la dernière question d'introduction, disons. Les introductions durent très très longtemps chez moi. Ouais, j'aime bien les apéros, c'est toujours convivial. Nous aussi, c'est bien. Ça va, on partage ça. Vous avez mentionné l'école, hein, vous avez parlé un peu de fondateur, directeur, etc. C'est un peu l'étiquette qu'on peut vous mettre. Comment vous êtes arrivé à fonder justement l'école? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette fameuse école, bien qu'on y reviendra un peu plus tard, mais déjà en quelques mots, une petite intro sur ça et comment l'idée vous est venue en fait? En fait, sur la genèse un peu, enfin sur l'historique, c'est que c'est un projet ou c'est une idée en tout cas qui m'habite depuis, j'allais dire depuis toujours, pas depuis toujours, mais depuis très très longtemps, puisqu'en gros, j'ai eu la chance où mes parents m'ont donné la chance ou m'ont proposé la chance d'aller dans une école dite alternative quand j'étais gamin. Donc j'étais dans une école où il y avait de la pédagogie. Celle qu'on connaît le mieux, c'est Montessori ou Freinet, mais nous c'était De Crowley, donc dans l'éducation nouvelle, en tout cas l'école de la nature un peu, etc. Et je crois que cette expérience-là a complètement façonné ma vie, euh, que ce soit ma vie en général, parce que c'est toujours des orientations, des rencontres, etc. Il y a encore des gens avec qui que je travaille aujourd'hui, avec qui j'étais à l'école, donc en maternelle, en primaire, donc ça, des amis d'enfance qu'on peut rappeler, mais aussi sur ma façon de penser, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de déconstruction du savoir hyper intéressante dans ces modèles éducatifs, pédagogiques, qui est en gros détricoter un savoir pour le comprendre, l'analyser et du coup l'acquérir. Et ça a façonné ma vie, et notamment à la fin de ma scolarité, donc basculant de ce système-là privé, on va dire, sous contrat avec l'État, mais privé en tout cas, et de méthodes pédagogiques alternatives à un système public. À ce moment-là, en fait, il y a eu un déclic avec un ami d'enfance qui était de dire mais en fait, c'est ça qu'on veut faire dans notre vie, c'est faire une école. Voilà, c'est transmettre, voilà. Et ça, c'était à mes 9 ans, on va dire, 9-10 ans peut-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Ça a mis beaucoup de temps à éclore et à émerger, et aussi que je m'en rende compte que c'était si essentiel dans ma vie, mais finalement, ça façonne tout mon parcours. Tout ce qui s'est passé, et tout ce que j'ai entrepris, du coup, tous les projets créés ont été baignés, ou en tout cas liés à imprégnés, merci, ouais, de cette question d'éducation. D'accord. Du coup, on reviendra bien sûr sur vraiment comment fonctionne l'école, ce que vous faites au travers de l'école
un petit peu plus tard. Mais du coup, rentrons dans le premier grand chapitre dont j'aimerais parler avec vous. On parle de transition, c'est un petit peu aussi le cœur de votre école. Transiter, c'est un mot vaguement à la mode de nos jours aussi, peut-être un peu galvaudé comme tous les termes que l'on entend de plus en plus. Pour autant, ils ne perdent pas forcément leur intérêt ni leur sens. Mais avant toute chose, pour vous, que signifie le terme de transition ? En sachant qu'on l'utilise nous-mêmes de moins en moins. Alors notre école s'appelle École de la transition écologique, donc on est quand même dans cette sémantique-là, mais on l'utilise de moins en moins. On en parlera sûrement après de pourquoi et justement sur quoi on a transité aujourd'hui. Mais pour moi, il y a quand même dans cette question de transition, au-delà de la question de remise en question du modèle du système en fait plutôt capitaliste patriarcal qui nécessite aujourd'hui, enfin dont on voit la limite ou les limites et que c'est pas compatible finalement avec une vie sur Terre pour le faire très rapide et que du coup il faut un peu déconstruire tout ça pour rebâtir quelque chose d'autre. Au-delà de ça, je pense que la question de transition, moi ce qui m'intéresse et qui du coup énerve aussi des collègues, hein. On est toujours sur dire oui mais transition jusqu'à quand, et là aujourd'hui il faut un basculement, il faut un changement, etc. Et la transition c'est quelque part le chemin qui va nous amener vers quelque chose d'autre. Moi je pense quand même que il y a une nécessité d'accompagnement de ce changement, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas basculer du jour au lendemain, ou alors avec une révolution, des choses un peu violentes, et des gens qui vont être sur le bord du chemin. Mais dans ma vision de tout ça, c'est dire il y a besoin d'une transition dans le sens où comme vous disiez, il y a des gens qui ont pris conscience alors qu'ils sont aujourd'hui dans l'éco-anxiété, dans l'éco-dépression, enfin voilà, on peut l'appeler comme ça. Mais du coup, il y a une prise de conscience, on n'est pas encore sûr et serein sur notre modèle entre guillemets pour remplacer le modèle actuel. Donc il y a tout un travail de gestation quelque part de ce nouveau modèle, hein, donc de réflexion et de transition sur ce nouveau modèle, parce que moi je considère aujourd'hui qu'il y a on parle beaucoup aujourd'hui de lutte intersectionnelle, donc il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre conscience des effets de domination des uns sur les autres, etc., etc. Mais du coup, qu'est-ce qu'on propose au regard de ce modèle qu'on ne veut plus ? Quel est le nouveau modèle ? Donc comment on transite vers ce modèle ? Et aussi du fait de certains qui ont pris conscience, on va dire, de ces questions-là, comment on accompagne, parce que finalement, on le disait tout à l'heure, mais même s'il y a de plus en plus de prises de conscience, elles sont quand même minoritaires dans notre société, en tout cas, peut-être pas globalement, mais dans notre société industrielle. Et du coup, comment on accompagne ce changement-là pour qu'il soit le plus accepté, acceptable, voire désirable possible. Alors, transition, c'est effectivement, comme vous le disiez, c'est un passage d'une étape à une autre, d'un monde à un autre, d'une habitude à une autre. Donc, on peut transiter dans plein de... Vous êtes en train de transiter du monde des fumeurs au monde des non-fumeurs. Donc, vraiment, on peut appliquer ça à n'importe quelle chose dans notre vie. Bon, ici, on va parler plus, parce que c'est le sujet un peu du podcast, et c'est également ce qui fonde votre école, on va dire, donc transition vers un nouveau monde, de nouveaux métiers notamment. Alors, avant de dire qu'il faut transiter, pourquoi, encore revenons peut-être un peu aux motivations et surtout au sens, pourquoi, selon vous, nous devons absolument transiter ? J'invente un nouveau verbe, hein, je ne sais pas si transiter existe, mais oui, bon, voilà. Non, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce qu'on parle beaucoup de transition, mais finalement, on peut se poser la question, mais ok, pourquoi on doit le faire, en fait ? Oui, tout à fait. Pourquoi faire, ouais. Non, je pense qu'il y a une notion physique et de bouleversement. Alors moi, quand j'ai commencé à découvrir un peu alors c'est pas, nous il y a 20 ans on parlait pas de transition, on parlait de développement durable, on parlait d'écologie, après on a parlé d'économie circulaire, enfin bon, bref. En tout cas, le glissement sémantique, il est toujours intéressant aussi de voir les mots qu'on utilise, mais en tout cas, ça a beaucoup changé. Pourquoi, en fait, je pense que tout bêtement, déjà parce que c'est nécessaire et vital pour une question de survie humaine. En fait, c'est aussi basique.
sans rentrer dans une espèce de collapsologie ou d'effondrement, etc. Il y a quand même un truc qui est assez, aujourd'hui, devant nous, devant nos yeux, plus personne, sauf quelques hurluberlus, malheureusement, qui pour certains arrivent à la tête d'États très puissants, mais en tout cas, globalement, il n'y a pas de remise en question de cette question-là. Et en fait, je crois que ceux qui le sont dans cette espèce de déni, pour reprendre le parallèle avec la cigarette. Moi, c'est pareil, pendant le temps où avant de dire, ben, ça y est, il faut prendre la décision, il faut y aller, ben, je suis toujours dans le truc, bah, j'en fume pas tant que ça, c'est pas si grave, il y a pire dans la vie, puis il faut bien mourir de quelque chose, etc., etc. Donc je pense que dans cette question de transition, là, c'est cette nécessité aujourd'hui de basculer parce que on voit bien que le modèle dans lequel on est, où finalement c'est une minorité, si on prend la population globale, hein, qui provoque ces bouleversements, ben, il y a ce basculement nécessaire, quoi. Et donc, je pense que la nécessité de transition, elle est déjà sur le fait des limites physiques de la planète, donc, enfin, ou de la Terre plutôt d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a déjà une nécessité de le faire. Maintenant, c'est comment on le fait, en fait. C'est plutôt ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une réponse techno-solutionniste, on va dire, à dire, ben, en fait, on va remplacer le pétrole et charbon par du nucléaire et puis tout va être OK. On va diminuer nos consommations et tout sera OK. Moi, je pense qu'il y a plus globalement que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise systémique, c'est-à-dire aussi crise de conscience. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on est en train nous, de basculer de ces questions de transition écologique et de limites écologiques en tant que telles, parce que je pense qu'on est aussi au bout d'un modèle dans le fait de sa confiance et de sa reliance. C'est-à-dire qu'elle ne joue plus son rôle de faire société, quoi. Alors, on va continuer à creuser hein, le sujet, mais là, j'aimerais qu'on parle un petit peu on a parlé de transition, de transiter vers quelque chose d'autre, et j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu à ce que c'est ce quelque chose d'autre que moi j'ai un peu appelé ce nouveau monde, on va dire. Après, on donne le nom que l'on veut, mais un monde différent, disons. Donc on doit transiter, on doit forcément faire évoluer nos comportements, nos façons de penser, nos schémas, on doit déconstruire aussi beaucoup de choses, des schémas, des croyances, des éducations également, qui mènent aussi à nos métiers, pour pouvoir entrer et surtout respecter et créer ce monde, ce nouveau monde qui va permettre, on l'espère, de ne pas dépasser ses limites planétaires, de respecter ses limites, voire même pour certaines, si on le peut, mais c'est pas forcément le cas, de faire descendre aussi les choses que l'on a, les jauges qu'on a complètement explosées hein, sur ces 9 limites planétaires. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de ce nouveau monde? À quoi ressemble ce nouveau monde, si on doit faire un petit exercice de visualisation pour les personnes qui aiment le concret avant de passer à l'action? Ok, transiter pourquoi? Ok, transiter vers quoi maintenant, vraiment? Alors, je suis assez à l'aise avec la question maintenant parce qu'on en parle depuis un petit moment. Enfin, ça fait 1 an qu'on a pas mal d'échanges sur ce sujet. Moi, je dirais que je n'ai rien à dire en fait. Je sais pas. Je sais pas et je pense que celui qui sait ou qui dit qu'il sait, c'est un charlatan ou en tout cas, voilà. Je pense qu'aujourd'hui on ne sait pas. Il y a une crise. Alors, c'est des mots forts, mais il y a une espèce de crise civilisationnelle. Je pense qu'aujourd'hui on est au bout d'un système et c'est tant mieux. Je pense qu'on a la chance quelque part de vivre ce moment de basculement. Alors on verra pas le bout, je pense, mais en tout cas, moi je trouve que je préfère ça au modèle avant où l'espèce de religion, c'était le consumérisme à outrance, etc. Donc là aujourd'hui on vit ce basculement de crise de conscience, de crise de confiance. Donc tant mieux de le vivre. C'est un peu flippant et un peu troublant parce qu'on aime bien les certitudes et c'est plus facile comme ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et je pense d'autant plus que ce n'est pas à moi de proposer ou en tout cas de dire qu'est-ce que ce serait le monde de demain, parce que moi-même, dans ce que je suis et dans ce que je représente,
je suis aussi un, ben, j'allais dire du mauvais côté de la balance, mais en tout cas, il y a ce truc de, ben, je suis représentant d'une élite blanche, mâle, d'une quarantaine d'années, donc je suis l'archétype du pouvoir aujourd'hui, donc ce serait compliqué pour moi de dire c'est quoi le monde idéal de demain, c'est pas du tout à moi de le construire. Moi, ce que je dis aujourd'hui, et ce qu'on a voulu faire dans nos espaces, quelque part, dans nos associations et dans les écoles qu'on a créées, ou qu'on a accompagné à créer plutôt, c'est cet espace de confiance pour pouvoir faire. Moi, je dis aujourd'hui, en fait, la nécessité absolue, l'urgence absolue, quelque part, c'est de faire. De faire pour commencer à expérimenter, à pratiquer, et c'est de cette émulation du faire que va naître les nouveaux récits. C'est-à-dire comment on fait ensemble, comment on construit ensemble, et du coup comment on raconte en fait l'histoire autour de ce faire qui va constituer peut-être, d'ailleurs peut-être pas du tout, mais en tout cas les récits de demain. Bon, j'entends votre position, mais je vais essayer de vous titiller un peu. Peut-être en relâchant un petit peu une pression. Ici, la question, bien entendu, elle n'était pas vouée à ce que vous nous partagez une définition et un nouveau dogme sur qu'est-ce que ce nouveau monde. Et je pense que voilà, effectivement, personne ne le sait puisqu'on n'habite pas dans le futur de toute façon. Donc voilà, on tricote. C'est comme voilà, c'est comme le tricot. Hein, c'est à mesure que l'on tricote que l'on voit que la chose se crée. Mais néanmoins, quand on commence à tricoter, on a chacun une vision quand même qui nous est personnelle, mais on a une vision de ce vers quoi on veut que ce tricot ressemble. Bien après, on verra si ça ressemble à ça. Eh bien, je suis certaine que à partir du moment où on se met en action, vous parliez d'agir, d'action, de faire, c'est que nécessairement, on a tous une vision. Sinon, on ne le fait pas. C'est le propre du cerveau, en fait. Hein. Donc, maintenant, je repose ma question. Frédéric, pour vous, à quoi ressemble ce nouveau monde ? À quoi vous aimeriez, vous, personnellement, qu'il ressemble ? Et qu'est-ce qui vous amène à faire tout ce que vous faites aujourd'hui ? En fait, c'est ça, surtout. Et peu importe si c'est vrai ou pas vrai. Oui, tout à fait. Moi, en tout cas, le sujet principal aujourd'hui de notre travail, notre action et de ce qu'on dit, c'est la confiance. C'est-à-dire que moi, je rêve d'un monde où on a confiance. Confiance en soi, confiance aux autres, confiance dans un système ou dans une idée, dans une histoire collective, et confiance, je dis reliance, c'est-à-dire après comment on relie ces confiances entre elles pour qu'elles fassent société, quoi. Et voilà, je pense que ça c'est peut-être avec l'amour qui seraient les deux valeurs intrinsèques et principales à travailler ou à retravailler pour que ça soit constitutif du monde de demain, quoi. Donc votre monde de demain, vous, c'est un monde d'amour et de confiance. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et aujourd'hui, alors nous, typiquement, je pense que ça ne l'est pas, non. En tout cas, sur la confiance, sur l'amour, on pourra en parler, mais sur la confiance, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les publics et les personnes qu'on accueille, et même nous, en fait, je pense sur cette question de, par exemple, d'éco-anxiété, c'est quoi, si ce n'est un manque de confiance, c'est-à-dire un manque de confiance en soi pour dire qu'est-ce qui va se passer pour moi dans les années à venir dans le système dans lequel il est, un manque de confiance aux autres parce que c'est toujours l'autre qui a son 4x4 qui pollue, etc. Un manque de confiance dans l'institution, notamment dans la politique, à dire en fait ils sont pas foutus de nous proposer des réponses et justement des récits. Donc il y a ça. Moi le point commun encore une fois de tous les publics qu'on reçoit, c'est je ne suis capable de rien. Et on me l'a tellement dit que j'en suis convaincu. Et donc comment on passe de ça, parce que cet état de manque de confiance qui est quasiment de la défiance, c'est-à-dire la défiance, ça amène à quoi en fait ? Ça amène à la violence, ça amène au rejet, et ça amène à une certaine exclusion. Et donc je pense que alors nous on a vu ça par le prisme du faire, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui va dire je suis capable de rien et qui en une journée va être capable de faire je sais pas quoi, un banc, ou qui va être capable d'installer un panneau solaire, ou qui va être, voilà, de se dire, en fait, je suis capable, avec mes mains, de faire quelque chose.
de concret, de constructif, et en plus qui participe quelque part à la construction de ces nouveaux récits, ben je regagne de la confiance, déjà en moi. Et après, on part toujours de soi, c'est l'alignement, on va dire, vertical-horizontal, là, mais du coup, c'est comment on recrée, finalement, cette confiance qui peut amener une certaine forme de sérénité, de slow, de slow life, je sais pas, enfin, en tout cas, ce truc de... Moi, je pense que oui, en fait, on vit quelque part par procuration aujourd'hui, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans le jugement des autres, dans le jugement de l'institution, on est classé, je sais pas, on fait du covoiturage, on a des étoiles pour savoir si on est bon ou pas, on a des cartes fidélité pour être meilleur consommateur, et puis après on juge de ça, que ce soit à l'école, au tribunal, enfin tout le monde nous juge en fait, on est sans cesse jugé, et je pense que la clé, voilà, naîtra de la confiance en tout ça. Si on devait mettre encore un peu plus de concret derrière tout ça, est-ce que vous avez en tête des habitudes, des croyances que vous retrouvez beaucoup justement auprès de vos apprenants qu'on doit vraiment abandonner pour aller vers cette nouvelle réalité, ce nouveau monde de confiance et d'amour? Oui, alors moi je suis depuis très longtemps passionné de politique, alors je vais me permettre une petite parenthèse politique, mais il y a un mouvement que je trouve ultra intéressant et sur lequel j'aimerais bien qu'on re-réfléchisse parce que ça fait partie, c'est un peu comme les femmes, les grandes oubliées de l'histoire, hein, c'est-à-dire on a volontairement effacé ou supprimé les femmes de l'histoire parce que ça permettait cette reproduction patriarcale, on va dire, mais de domination, mais aussi sur les systèmes d'organisation politique. Je pense que c'est la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on a mis de côté plein d'expériences et d'expérimentations qui ont été faites au cours de l'histoire, et notamment des expériences récentes. Et moi, je suis passionné par un mouvement qui s'appelle le municipalisme libertaire, donc c'est un peu concret, mais en tout cas, je pense que une des clés, donc c'est déjà la confiance, donc c'est le côté libertaire à dire on est capable, en fait, on est tous capables d'administrer, parce qu'aujourd'hui, on a dit que finalement, le pouvoir devait être, le pouvoir et le savoir, du coup, devaient être réservés à une certaine élite qui décide ou non de faire rentrer dans ce cercle-là des personnes triées sur le volet, quoi, quelque part. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un sujet qui me passionne. Et de l'autre côté, ce côté très local, dans ce municipalisme, de dire, mais en fait, c'est quoi déjà la politique? C'est-à-dire, il y a ce côté-là de dire, partons de choses concrètes et tangibles, et ne pas parler directement de choses très très larges, que ce soit le libéralisme ou même les impôts, etc. C'est de quoi on a besoin déjà localement pour pouvoir partir de là pour en construire peut-être une complexité, mais en tout cas auto-organisée, quoi. Voilà, en gros, c'est très rapide et très schématique et sûrement caricatural, mais en tout cas, je pense que redonner confiance, ça va nécessiter aussi de donner, c'est là où c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on nous donne la place. Quand on dit égalité des chances, on dit, je sais pas, dans telle école, on va dire, il y a 10% des places pour les jeunes venus des banlieues, il y a 10% de places pour les femmes, il y a 10%, etc. Et donc, qui donne cette place-là? C'est encore les gens dominants. Donc, ça veut dire il n'y a pas vraiment aujourd'hui de remise en question du système. Mais donc, c'est comment on crée le terreau nécessaire pour que ces idées émergent, et je pense que ça vient du local, quoi. J'aimerais que maintenant qu'on se concentre un peu sur l'école, enfin sur les écoles. On a vraiment frôlé le sujet depuis le début. Est-ce que maintenant vous pourriez, avant que je poursuive mes autres petites questions, nous expliquer ce que vous faites au sein de vos écoles? On a vu un petit peu la genèse, mais ce que vous faites, les valeurs que vous portez, votre vision en fait, votre pourquoi. Tout à fait. Et votre comment d'ailleurs aussi. Oui, alors oui, ça c'est une autre question.
En tout cas, dans le petit historique rapide, moi j'ai fondé du coup avec des amis une association qui s'appelle 3PA. Donc 3PA, ça veut dire penser, parler, partager, agir. Donc on a un peu tergiversé sur les projets, mais comme tout projet qui se crée. Mais en tout cas, très rapidement, donc ça c'était en 2004, très rapidement, moi je travaillais dans un foyer de jeunes, une maison d'enfants à caractère social, donc des jeunes placés là par la protection judiciaire de la jeunesse à Toulouse. Et j'ai pris un gros choc sur la question écologique, c'est-à-dire c'est arrivé comme une espèce d'évidence à dire ce sujet-là est éminemment politique, il faut absolument s'en saisir parce que on est en train de vivre des bouleversements et parce que aussi c'est un super sujet politique parce que ça permet d'interroger en fait toutes les facettes de notre organisation sociale et sociétale, et donc l'écologie c'est un super vecteur de politique. Donc on en entendait, c'était début des années 2000, on en entendait beaucoup parler, enfin ça commençait quoi, en tout cas émerger beaucoup, et moi avec les jeunes avec lesquels je bossais, eux ils passaient complètement à côté de ces sujets-là, c'est-à-dire c'était pas dans leur quotidien, et surtout les débats étaient déjà très très théoriques et très très complexes pour ne pas pouvoir forcément les impliquer dans ces discussions et dans les décisions qui pourraient arriver. Donc, fort de ces prises de conscience, je dis, ben, en fait, donc à Toulouse, je vais parler de ces thématiques pour que les jeunes, et notamment les jeunes des quartiers politiques de la ville, prennent conscience de ces enjeux-là et pourquoi pas deviennent quelque part ambassadeurs de cette transition, parce que ben, changement de modèle, on va dire aussi, c'est un changement peut-être de rôle et de positionnement. Donc, comme ça va être, en tout cas dans mon intuition, et c'est le cas malheureusement, les personnes les plus exclues, fragiles, en difficulté, qui vont être les premières victimes de ces bouleversements, mais autant que ce soit elles qui participent justement de cette transition et à la construction d'un nouveau monde. Je fais ça de manière théorique, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les jeunes me disent c'est très flippant tes histoires, mais c'est trop éloigné de notre quotidien, de nos réflexions, de nos problématiques, on va dire, de remplir le frigo. Et donc c'est voilà, ces trucs, ça nous met un stress de plus et on n'en a pas besoin. Donc moi je suis un peu déçu, mais je me dis ouais ils ont raison. C'est vrai que là je suis un peu, en plus dans les années 2000 on avait un peu cette vision quand même de l'environnement qui était éteins au robinet quand tu te brosses les dents et tu sauveras la planète. Donc il y a une notion de responsabilité très forte qui est mise sur un individu. Alors que je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un truc un peu plus global à réfléchir. Bon, bref. Du coup, l'idée me vient, moi je suis originaire d'un petit village, donc à 45 km de Toulouse, qui s'appelle Poucharamé. Et l'idée, c'est de dire, ben, en fait, plutôt que de parler de manière théorique de ces sujets-là, ça ne marche pas. Donc on va mettre les mains dans la terre. Et pour ça, donc, j'accompagne en fait des jeunes des quartiers, on part à la campagne, on sort du contexte ville pendant 10-15 jours et on pratique l'écologie en fait, et on se sert de cette pratique pour parler de théorie. Je fais très rapide mais ça se passe très très bien, c'est assez ouf parce qu'il y a énormément de prise de conscience, d'envie de faire, etc. Et ce que j'avais pas du tout mesuré encore une fois, c'est certains jeunes qui me disent mais en fait ça me plaît tellement, je prends conscience des enjeux globaux mais je veux le mettre au service de mes projets perso et de mes projets pro. Et donc, comment on fait pour se former à l'éco-construction? Comment on se fait pour se former au maraîchage bio? Comment on fait pour se former aux énergies renouvelables? Donc, moi, je suis un peu décontenancé, mais je dis, ben, vous avez des CFA, vous avez des lycées pro, vous avez les compagnons, etc. Les jeunes y vont sur mes conseils et reviennent, en fait. Pas systématiquement, on a des belles histoires, mais beaucoup reviennent en me disant, en fait, ça ressemble trop à l'école qu'on a quittée. On ne parle pas du tout d'écologie alors que tu nous as bassiné avec ces sujets-là, et en fait dans ces formations-là ça n'est pas pris en compte. Et troisième sujet, beaucoup de filles et de femmes qui partent dans ces formations-là se retrouvent toutes seules au milieu de 15-20 gars, et donc c'est très violent et c'est très difficile. Donc un peu décontenancé encore une fois, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il faut agir, il faut proposer des choses. Et donc là, ça a mis 10 ans, on a tergiversé, on a fait pas mal de choses, on a créé une entreprise, on a essayé plein de choses, on a beaucoup travaillé avec les jeunes, de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils avaient en eux, qu'est-ce qui les faisait vibrer et tout ça. Et donc petit à petit, comme ça, chemin faisant, on va dire, on a créé des dispositifs de formation de plus en plus longs. Et jusqu'en 2015, on avait en fait des formations qui allaient
la découverte de ces métiers, parce que finalement on en parle peu, de ces métiers manuels de la transition écologique, on peut en parler, et jusqu'au diplôme, puisqu'on avait mis en place un diplôme de menuiserie spécialisé en économie circulaire. Donc on avait tout le cursus de formation, et en 2015-2016, on s'est dit, mais en fait, tout ça, ça fait comme une sorte d'école. Et en plus, c'est des jeunes déscolarisés, donc on a beaucoup parlé avec eux aussi de cette question de est-ce que pour vous, c'est quelque part, c'est violent ou c'est mauvais de dire que c'est une école alors que vous êtes déscolarisé. Bon, on a beaucoup parlé, est-ce qu'on a le droit de s'appeler école? Est-ce que ça fait sens d'être école et tout ça? Bon. On décide finalement que c'est bien, et donc en 2017, on lance cette première école de la transition écologique, qu'on appelait Être aussi, parce que il y a cette notion de travail sur soi, et j'ai parlé de confiance, mais du coup de tout ça, de cette reprise de confiance. Waouh, quel projet! Parce que ça remet aussi en question, et notamment tout à l'heure, la question précédente, c'était au sujet des habitudes, des croyances qu'on doit abandonner pour transiter. Et je pense que la partie, c'est pas que je pense, je suis certaine que toute la sphère de l'éducation actuelle, notamment l'éducation dans les écoles conventionnelles, on le disait tout à l'heure, hein, basé sur le jugement, les notes, le travailler plus et pas travailler mieux, enfin, et puis bien sûr former vers des métiers qui, est-ce que aujourd'hui sont des métiers qui font sens d'une part chez les personnes, et puis surtout qui vont vraiment servir en fait à la transition et à cette nouvelle réalité vers laquelle on doit aller. Donc, belles ambitions. Juste sur l'aspect éducation, juste c'est pas un petit, une petite mise au point, parce qu'on a eu beaucoup de discussions nous, avec l'éducation nationale, et c'est des va-et-vient, il y a eu des moments compliqués et de discussions. Moi, je suis très à l'aise par rapport à ce sujet, parce que j'ai vécu, comme j'ai dit, une éducation dite alternative, et puis ensuite j'étais dans le service public de l'éducation, et j'ai pas du tout mal vécu, moi, mon parcours scolaire. Et je dénonce pas quelque part le cursus scolaire. Ce qu'il y a, c'est que pour certains, c'est compliqué, et je pense que c'est pas assez pris en compte. Mais c'est pas aussi pris en compte parce que il y a un sacré manque de moyens dans l'éducation nationale aujourd'hui. Hein. Et du coup, voilà. Enfin, c'est juste pour dire que moi, à titre perso, je suis pas en guerre contre le système éducatif. C'est plutôt de dire aujourd'hui, il faut des compléments et il faut des réflexions un peu globales sur justement, enfin ce que vous disiez sur comment on transmet, qu'est-ce qu'on transmet. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites de manière locale. Donc je pense aussi c'est gros. Certains ont dit un mammouth, mais en tout cas il y a aussi des gens passionnés et passionnants sur le terrain qui essayent avec le peu de moyens qu'ils ont de faire des choses bien. Oui, bien sûr, et c'était effectivement, c'est pas noir ou c'est pas blanc, et c'est un peu ce que j'entends, c'est que c'est un peu le même sujet, la même problématique, et entre les univers que moi je côtoie, à savoir la naturopathie et la médecine conventionnelle allopathique. On oppose toujours les deux, or ce n'est pas le cas. On est sur des choses un peu différentes, complémentaires, des visions qui peuvent se rejoindre aussi. On a des médecins qui ont une vision très systémique de la santé et qui ne sont pas forcément les bêtes noires, quoi. Donc, bien entendu, je comprends tout à fait. Alors, si j'ai bien compris également, aujourd'hui, l'école Être, c'est plus qu'une école, c'est un réseau d'écoles. Est-ce que vous pourriez nous expliciter un petit peu l'organisation de cette école et donc de ce réseau, et peut-être aussi la vocation de chacune des écoles présentes? Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé très concrètement, hein, c'est en fait, j'ai dit tout à l'heure, mais on n'a pas de plan en fait de développement. On a une espèce de stratégie un peu globale pour dire que on s'oriente vers telle ou telle envie et motivation, mais en tout cas sur le fait du développement du projet, c'est assez. Alors moi je disais jusqu'à il y a pas très longtemps, c'est assez bordélique, mais j'ai un collègue qui m'a dit non, c'est pas bordélique, c'est organique. Donc je prends ça parce que c'est beaucoup plus valorisant. Donc effectivement, on a un côté un peu organique, et puis moi j'aime bien l'image des rhizomes, donc de cette herbe qui pousse un peu de manière sous terre et de manière des fois un peu anarchique,
mais qui, quand on coupe une partie, en fait, continue de vivre. Donc il y a aussi ce truc-là de dire on n'est pas un arbre avec des branches et que si on coupe le tronc, c'est terminé. C'est plutôt cette idée de rhizome où en fait il y a une vie en fait qui se crée au-delà de l'interdépendance avec les autres. Mais on se nourrit aussi les uns les autres. Bon, ceci étant dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, on inaugure cette première école, donc qui est hébergée, qui est née au sein de l'association 3PA. 3PA, en soi, c'est déjà une espèce d'écosystème, c'est-à-dire qu'on a des projets autour de l'éducation à l'environnement, de la formation avec cette école, de l'insertion par l'activité économique, on a un café culturel, on a de l'accompagnement collectivité, enfin on a beaucoup de projets différents qui ont aussi émergé, qui sont nés au sein de l'association et qui ont ensuite disséminé ou essaimé un peu partout. Mais en tout cas, l'école fait partie de 3PA. Et donc on a inauguré en 2017 cette première école, Être. Et comme on l'a dit, et apparemment c'est un point commun, on aime bien les célébrations, on aime bien les fêtes, on aime bien les apéros, et donc on fait une grande fête. Il y avait beaucoup de monde, hein, puisqu'on est dans un village de 160 habitants et on s'est retrouvé à 400 ou 500 dans ce lieu pour célébrer en fait la naissance de cette école. Donc déjà, ça faisait quelque chose d'assez magique parce que ça crée une espèce de mouvement d'énergie collective assez impressionnante par rapport à la modestie, on va dire, de notre structure. Et avec ça, on a eu quelques articles de presse, quelques petites émissions radio et tout ça. Et en fait, ce à quoi je m'attendais pas, mais comme en fait, je crois tous les projets ou toutes les choses qui sont nées de chez nous, je m'y attends pas. C'est que suite à cette inauguration, on commence à recevoir des appels d'un peu partout en fait. Et quand je dis partout, c'est partout en France. C'est-à-dire qu'on a eu des appels de Bretagne, de Corse, enfin bref, vraiment de partout en France. Et le point commun, alors c'était des gens très différents, ça allait de la grand-mère bretonne qui s'inquiétait pour son petit-fils, jusqu'au maire d'une commune rurale qui disait ce serait bien pour mon village. Et en fait le point commun c'était ça, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas eu l'idée avant en fait, et comment on fait pour créer une école similaire sur notre territoire, parce que votre village c'est très sympa, mais effectivement de Bretagne ça fait beaucoup de routes, et donc on a envie de quelque chose de local. Et donc on s'était pas du tout posé cette question, mais en même temps, avec l'équipe et les collègues, on s'est dit, mais on a mis 10 ans à faire émerger cette première école. On a mis 10 ans à la concevoir, à la faire naître, et vu justement l'urgence et en même temps l'appétence finalement que les gens avaient par rapport à cette école, il faut qu'on accompagne, en tout cas on a bien envie d'accompagner l'émergence de nouvelles écoles. Ce qu'on sait, c'est que nous on va pas créer des nouvelles écoles sur les territoires, parce que nous on a mis 10 ans à faire naître la nôtre, que c'est né dans le territoire où moi j'ai grandi quelque part, et que donc j'ai une connaissance du terrain, du territoire qui est essentielle à mon avis, en tout cas, ou à notre avis plutôt collectif, dans l'émergence de nouvelles écoles. Donc comment on va faire pour accompagner finalement l'émergence de nouvelles écoles? Et en 2018, on a bossé sur c'est quoi en fait une école Être, c'est quoi sa charte, c'est quoi ses principes fondamentaux, c'est quoi comment on fait, comment on s'y est pris finalement pour condenser 10 ans en 9 mois aujourd'hui d'accompagnement de projet. Voilà, et donc à partir de fin 2018, on a commencé à essaimer des écoles. Donc la première est née à Paris, et puis ensuite ça allait rapidement sur Montpellier, il y a eu plusieurs écoles comme ça. On a beaucoup développé des écoles en région Occitanie parce que il y a aussi ces points de convergence nécessaires. Peut-être qu'on pourra en reparler, mais moi je crois beaucoup quand même à cette espèce de coalition, c'est-à-dire que il n'y a pas les écolos d'un côté, les élus de l'autre et les entreprises encore dans une autre sphère. C'est qu'à un moment donné, il y a des moments et une nécessité pour faire avancer les choses qu'on arrive à se parler et à s'entendre. Et pour le coup, petite dédicace à notre région Occitanie, c'est que finalement la région a
quand je suis arrivé avec ce projet-là, au niveau politique, on dit, mais on sent que cette idée-là est bonne et qu'on veut la soutenir. La question ensuite a été comment ça se traduit de manière administrative, parce que vous avez un projet qui parle en même temps d'écologie, de jeunes, d'insertion, voilà, enfin c'est un peu c'est un peu transversal, mais c'est compliqué en fait, transversal dans les silos administratifs, mais il y a cette volonté et donc ils sont battus aussi, il faut le dire, enfin je pense que c'est important, pour que ça puisse être soutenu par la région. Et donc on a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui sont nées dans la région. Et donc à partir de fin 2018-2019, on a commencé à essaimer ces écoles un peu partout en France, puisqu'aujourd'hui on a 20 écoles qui existent en France et une dizaine qui sont en mijotage là depuis le mois de septembre et qui verront le jour en juin. Donc il y aura 30 écoles en juin 2024 si tout va bien. Et chacune de ces écoles va avoir on va dire une thématique phare, on va dire, c'est ça? Oui, Non, pas alors forcément en fait, balayer tous les thèmes tout ou à fait, tout à tous fait. les métiers. En fait, c'est ça. C'est que, en gros, nous, la première chose, c'était dire, alors, pour utiliser des mots compréhensibles, enfin compréhensibles, en tout cas dans l'imaginaire, qui sont compréhensibles, nous, on a pensé le système en modèle un peu franchise. Alors, franchise sociale, franchise solidaire, enfin, franchise écologique. On n'est pas non plus McDonald's, hein, évidemment, mais en tout cas, dans l'idée, c'était dire, on a une idée qu'on a mis 10 ans, encore une fois, à faire germer. On s'empêche pas que les idées aussi des uns et des autres puissent continuer à faire grandir cette idée parce qu'on n'a pas la vérité absolue. Mais en tout cas, on veut la transmettre et on veut être sûr que cette idée, elle soit transmise principalement avec une espèce de culture commune ou de fond commun, je sais pas comment dire, mais en tout cas d'énergie intérieure qu'on veut similaire dans toutes les écoles. Après le reste, finalement, j'allais dire pas la façon de faire, mais en tout cas les sujets, les thématiques, etc. Ça, il y a une espèce de liberté parce que je sais pas si l'école est un grand local par rapport à une école qui est itinérante, si il y a beaucoup d'artisans dans l'école contre beaucoup d'éducateurs, etc. La façon de faire va peut-être être un petit peu différente, mais nous, ce qu'on voulait, c'est que le cœur soit reconnaissable partout. Et je pense qu'on y arrive plutôt pas mal, parce que moi j'ai mon petit, j'allais dire mon petit détecteur, mais en tout cas mon petit baromètre pour voir si tout va bien, c'est que je participe en fait souvent à des fins de formation ou à des formations avec les jeunes et tout ça un peu partout en France. Et cette magie en fait, qu'on peut facilement lire dans j'allais dire dans les yeux des apprenants, des bénéficiaires, des jeunes, elle se lit en fait systématiquement. Il y a quelque chose d'assez fou quoi, et d'assez d'ailleurs émouvant. Mais en tout cas, ça existe un peu partout. Donc tout ça pour dire que je me suis un peu perdu dans mon Non, explication. c'est organique. Voilà, c'est C'est organique. mycorhizien. Exactement. C'est comme les réseaux de Voilà, champignons. tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. La passion pour les champignons en plus. Ouais. Et effectivement, ouais, tout à fait. Et du coup, tout ça pour dire que donc on a 3 types de formations. Voilà, pour faire un peu une école type, hein, et pour expliquer ça, on a 3 types de formations qui, les 3 types de formations peuvent former un parcours ou pas. C'est-à-dire que les jeunes peuvent arriver dans une formation ou l'autre, peuvent faire les 3 formations ou pas, et voilà. En tout cas, ces 3 formations, l'idée c'était d'aller à l'endroit où l'apprenant, le jeune, en est dans son parcours de vie et son parcours pro. Donc on a une première formation qui va être très courte, qui va durer 3 semaines en moyenne, qui là est l'idée de dire, nous on appelait ça remobilisation, mais qui en gros, voilà, on reprend corps en fait, on n'a pas d'ambition, on va dire, sur l'aspect projet professionnel, mais c'est plutôt de l'orientation, plutôt de la découverte, voilà, et aussi du travail sur ce qu'on appelle des savoir-être. Donc 3 semaines pour faire, quoi, expérimenter et se rendre compte qu'on est capable. On a un deuxième type de formation qui est plus long, qui va durer entre 3 et 6 mois, qui est là plutôt de la définition du projet professionnel. Je dis souvent,
euh, est-ce que j'ai envie de planter des pommes de terre ou d'installer des panneaux solaires? Donc je sais que je veux faire ça, je sais que je veux contribuer à cette transition écologique, mais je ne sais pas exactement encore à quel endroit. Donc on prend le temps de tester, de rencontrer des gens qui font ça, de participer à des chantiers, etc. Et enfin, ces deux premiers blocs, euh, il y a des petites spécificités territoriales, mais en tout cas, ils sont assez généralistes et ils sont similaires dans toutes les écoles. Et enfin, on a un troisième bloc qui est le bloc certifiant, on va dire le petit sésame du diplôme, hein, parce que ça fait, voilà, c'est souvent des apprenants qui ont pas eu la possibilité d'accéder à un diplôme, donc c'est leur premier diplôme. Et donc là, pour le coup, comme on est sur des choses plus spécifiques, là oui, ça va être différent dans chaque école. Selon en fait le territoire, selon les compétences internes, selon les besoins du territoire en termes de travail et d'emploi. Et donc là, on a des écoles. Nous, à La Hache, donc dans cette première école, dans le sud de Toulouse, on est spécialisé dans la construction, dans la menuiserie bois. À Perpignan, ils sont spécialisés dans le maraîchage bio. Dans l'Aude, ils sont spécialisés dans l'agroforesterie. À Paris, ils sont spécialisés dans la mécanique vélo, etc. Donc chaque école, pour le coup, a sa petite couleur métier. Et ce qui donne aussi un intérêt qui est une espèce de quelque chose qui pourrait ressembler un jour à du compagnonnage, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui peuvent aller d'une école à l'autre. Voilà. Ce qui est déjà le cas, d'ailleurs. Une petite question qui me vient, parce qu'effectivement, vous parlez de diplôme, et c'est vrai qu'on a beau vouloir aller sur peut-être des parcours d'éducation un peu parallèles et alternatifs, mais néanmoins, on reste quand même lié à la loi. Il y a des métiers, j'imagine, que vous faites découvrir et qui ont la nécessité derrière d'avoir un diplôme. Alors, il y en a qui c'est des certifications, je pense à la naturopathie, c'est une certification, mais il y a des métiers où vraiment il y a un diplôme derrière qui est nécessaire pour pouvoir exercer. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous avez cette possibilité de délivrer ce diplôme, ou est-ce que vous êtes vraiment la dernière étape avant que l'apprenant se dirige vers la formation diplômante, malheureusement pas forcément toujours enseignée de la même manière qu'elle a été enseignée par les réseaux de l'école? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est une grande question hein, qui nous traverse beaucoup et sur laquelle on travaille beaucoup d'ailleurs. Première réponse, et en tout cas la première chose, c'est qu'on a... alors, les écoles, certaines écoles, pas toutes, mais en tout cas certaines écoles, délivrent les diplômes. Donc on est habilité, par exemple, nous, à faire passer, à donner le titre pro menuisier poseur. D'autres font le titre pro agroforesterie, etc. Enfin, moi, quand le diplôme existe, on va jusqu'à l'habilitation à faire passer. Ceci dit, l'idée aussi des écoles être, c'est pas forcément de faire à la place d'eux, donc si ça existe, on va s'appuyer sur des organismes de formation existants pour travailler en fait cette cohérence, j'allais dire, entre la pédagogie qui est faite dans les écoles être et le passage d'un diplôme. Ce qui a été très difficile, c'est par exemple, je prends l'exemple de menuisier poseur qu'on fait passer, ça a été très difficile parce que nous, on passe 10 mois à expliquer aux jeunes, aux stagiaires, aux apprenants. J'essaie d'arrêter de dire jeunes parce qu'il n'y a pas que des jeunes d'abord, et puis bon, c'est très catégorisant, on va dire. Mais en tout cas, des apprenants qui viennent, le truc, c'est qu'on va passer 10 mois à leur expliquer l'économie circulaire, qu'on va utiliser que du bois de récup, qu'on va être plus utiliser des méthodes manuelles de travail du bois, etc., et que aujourd'hui le cadre du référentiel du diplôme, donc qu'on fait passer nous, c'est-à-dire que nous-mêmes on vit une espèce de comment ça s'appelle, enfin bref, de dissociation là, enfin de difficulté sur ces questions-là, parce que dissonance cognitive. Voilà, c'est exactement le terme que je cherchais. Ouais, tout à fait. Et du coup, on va leur faire passer le diplôme avec du bois reconstitué. Enfin, bref. Et donc, il y a ce problème-là, c'est-à-dire la cohérence ensuite avec le diplôme. Ensuite, voyant ça, on s'est dit, ben ouais, on va transformer, on va créer nos propres diplômes à notre échelle. Et ce jour-là, en fait, c'était en janvier, il y a 2 ans, là, quand je me suis dit ça,
je vais pour me renseigner à France Compétences pour pouvoir créer nos nouveaux diplômes, par exemple menuisier spécialisé en économie circulaire. Je me renseigne et donc France Compétences me dit ouais, vous pouvez le faire, mais ça va prendre en gros en moyenne 2-3 ans. Et ce même jour où j'ai cette réponse, le GIEC donc dit à son rapport et dit on a 3 ans pour agir. Et je me suis dit merde, en fait, nous on a 3 ans pour créer un diplôme, mais en même temps on a 3 ans pour agir. Donc ça veut dire que c'est pas la bonne méthode, on va pas y arriver si on fait méthode diplôme par diplôme. Et donc ce qu'on a fait et ce qu'on fait, alors encore une fois c'est modeste et on fait notre part, comme on dit, comme on dit chez les colibris notamment, mais en tout cas on essaye de faire avancer les choses. On a aujourd'hui un gros boulot, un gros projet, et c'est aussi ça la force du réseau quelque part, parce qu'aujourd'hui on représente plus une seule école dans le fin fond de la campagne toulousaine, on est 30 écoles, on représente plus de 1000 jeunes accompagnés par an. Et du coup, on travaille avec des gens comme l'AFPA, comme des branches professionnelles, etc., pour dire, faisons un état des lieux, en fait, de tout ce qui existe, de tous les diplômes, en tout cas des diplômes dans les métiers manuels éventuellement de la transition écologique, et voyons, en fait, quelles sont les incohérences aujourd'hui en termes réglementaires, évidemment, mais aussi en termes de transition écologique. Et donc on a fait cet état des lieux et on voit qu'il y a beaucoup de manques et de manquements pour rendre cohérent. Donc si on se dit aujourd'hui, si on est formé à des pratiques qui sont déjà pas écologiques, il va y avoir un problème. Donc la question c'était soit nous on crée nos propres diplômes, mais qui vont rester un peu à part de tout ça, ou alors est-ce qu'on essaye de faire un peu bouger le système de l'intérieur. Donc on a choisi cette deuxième option. Et du coup, là, on travaille sur le domaine du bâtiment, on va travailler sur le domaine de la cuisine, et on va travailler ensuite sur la question de l'économie circulaire, des déchets, etc. Donc on fait cet état des lieux, et on dit comment on peut faire pour modifier en fait des référentiels de l'intérieur, pour pouvoir les faire évoluer au regard des enjeux de transition écologique. Voilà un peu ça, et en même temps, il existe quand même aujourd'hui des titres professionnels ou des diplômes sur lesquels on peut s'appuyer. Je parlais d'agroforesterie, mais je pourrais parler de l'assainissement naturel, etc., sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir faire des choses cohérentes. Donc en gros, ce qui existe déjà, on s'en sert, et ce qui n'existe pas, soit on essaie de le faire évoluer, et si ça n'existe vraiment pas, on le crée aussi de toutes pièces. D'accord. Parce que effectivement, ça c'est une grosse question, notamment dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, on va manquer incroyablement d'agriculteurs et le métier ne fait pas forcément très envie pour plein de raisons. Moi j'adore, hein, mais parce que je le vois de manière autre et parce que je discutais avec des agriculteurs et agricultrices qui pratiquent de manière très différente. Mais c'est vrai que quand on veut faire de l'agriculture respectueuse, maraîchage sol vivant, agroforesterie syntropique, etc., aujourd'hui, et qu'on veut le professionnaliser, ça veut dire qu'il faut effectivement passer un diplôme de maraîchage, par exemple. Et derrière, on apprend quoi? On apprend à faire de l'agriculture avec des machines. Et donc et qui épuise des sols. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a une grosse dissonance qui se crée, quoi. J'ai une petite dernière question avant de repasser sur une autre question un peu plus large, mais une petite question notamment sur les apprenants. Vous avez parlé de jeunes, il me semble qu'il y a une tranche d'âge qui est bien spécifique, 16-25 ans, c'est ça ? Oui, alors j'allais dire le cœur du... Quel est votre public cible et est-ce qu'il va tendre à évoluer ou il va rester vraiment sur ce public? Depuis quelque temps, je dis plus public cible, mais public cœur. Parce que c'est pas vraiment une cible dans le sens, c'est pas quelque chose qui a été défini avec justement cette appréhension d'études de marché, etc. C'est vraiment parce que l'histoire, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé dans un foyer de jeunes où les jeunes avaient entre 16 et 20 ans. Et donc j'ai commencé en fait avec ce public-là, et que je me dis aussi que c'est ce moment de bascule finalement, et ce moment de prise de conscience et d'orientation dans les choix de vie, et que c'était assez intéressant de travailler avec ce public-là. Et plutôt, deux choses par rapport à ça, c'est que effectivement aujourd'hui, 80% en gros de notre public, ce sont des jeunes de 16 à 25 ans, qui sont... alors...
c'est toujours compliqué à caractériser, mais en tout cas, qui sont en réflexion, en doute, voilà, en échec quelque part par rapport au système classique. Et donc c'est 80% de notre public. Pourquoi 80%? Il n'y a pas de, là, il n'y a pas de, il n'y a pas d'études de statistiques, etc. La question, c'était de dire, ça, c'est notre public cœur, effectivement. Mais, moi, ce que je vois d'expérience aujourd'hui, puisqu'au départ, on avait enfin, moi, je travaillais qu'avec des jeunes de telle catégorie, presque de tel quartier, de tel parcours de vie, etc. Et ça crée des tensions parce que il y a toute l'histoire, il y a tout le passé, il y a tout le passif aussi qui se crée. Et donc petit à petit, j'ai vu que la mixité, mais que ce soit la mixité de genre, mais aussi la mixité de parcours, la mixité de vision, de difficultés, etc. Elle était ultra riche. Et ultra riche et ultra bénéfique quelque part pour les parcours des jeunes, mais aussi pour la dynamique de groupe par rapport à tout ça. Bref, tout ça pour dire qu'on se laisse une part en fait de personnes qui sont d'autres publics que des jeunes. Donc on a des personnes en reconversion professionnelle, on a des personnes qui sont plus âgées mais en situation de handicap, on a des personnes qui sont on travaille beaucoup avec des demandeurs d'asile, on travaille avec tout type de public autres qui sont aussi en réflexion et en remise en question. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, effectivement, sur l'ouverture à d'autres publics, et c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que ce sera constitutif de l'école Être, qui est dans son ADN, en fait, pas spécifiquement, mais en tout cas orienté sur ce public cœur qui sont les jeunes de 16 à 25 ans? Je sais pas, est-ce que ce sera dedans ou pas. Nous, on a eu par exemple des expérimentations pour des publics plus jeunes aussi, c'est-à-dire des collégiens. C'est-à-dire que ce qu'on se rendait compte, c'est de dire, on a des jeunes qui vont arriver à 20 ans, 22 ans, qui ont quitté l'école à 16 ans, puisqu'à obligation scolaire, mais qui ont décroché à partir de 11, 12 ans. Donc en gros, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu de perspective, de projet, d'envie, etc. Et donc si jamais on arrivait à travailler avec le système scolaire, ce qu'on arrive à faire de plus en plus, dès 11-12 ans, pour voir ces jeunes-là qui décrochent quelque part, qui n'ont pas envie d'être là, et tout ça, et si on arrivait à leur mettre cette petite graine de dire il y a d'autres possibles en fait aussi dans ton parcours, ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'est pas des 16-25, mais il y a ça. Et de l'autre côté, et notamment avec les épisodes Covid, confinement, etc., une espèce de, j'allais dire de vague, mais en tout cas beaucoup de questionnements, d'envie, de demandes de personnes en reconversion pro, caricature un peu toulousaine avec l'ingénieur Airbus qui fait un burn-out et qui dit j'ai pas de sens dans ma vie et donc je veux devenir permaculteur ou je sais pas quoi. Donc ça c'est une vraie réflexion parce que nous, ça nous intéresse aussi par rapport au public cœur de dire c'est pas parce que t'as bac plus 5 et que t'as un métier qui gagne 3000 euros par mois que finalement ta vie est complètement définie, stable et réussie, quoi. Et t'as aussi cette question de remise en question et du sens qui est essentiel dans une vie. Et aussi, quelque part, les entreprises avec lesquelles on bosse de plus en plus pour dire il est peut-être temps, et notamment dans les métiers desquels on s'occupe, qui sont les métiers manuels, avant de dire de la transition écologique, mais les métiers manuels, qui sont aujourd'hui très dévalorisés, qui sont en pénurie de main-d'œuvre pour certaines, qui, vous disiez l'agriculture, mais c'est une catastrophe. C'est même plus la. Et puis on le voit là, en ce moment, ils expriment leur colère. Alors on n'est pas forcément d'accord avec le fond du truc sur la question écologique, etc. Parce que voilà. Mais en tout cas sur le principe, moi je comprends, ayant grandi aussi en milieu rural ou à la campagne, de voir la détresse en fait du secteur agricole. Et donc il faut réenchanter quelque part ces métiers manuels. Il faut reconstruire un récit positif par rapport à tout ça. Et moi je dis en ce moment, j'ai envie qu'on sorte même de l'expression métier manuel parce que ça les oppose à métier intellectuel. Sauf que dans les métiers intellectuels, on est que dans l'intellect, c'est-à-dire on est sur notre ordi et on tapote.
Et par contre, dans les métiers manuels, et notamment avec ces enjeux d'écologie, de transition, de bascule, etc., on est dans des métiers qui sont beaucoup plus complets parce que, quelque part, ils mettent en mouvement la tête, le corps et le cœur. Oui, et qui a aussi, qui aboutissent à une sorte de sentiment de réalisation et beaucoup plus concrète en effet que des choses plus informatiques et virtuelles. Et c'est vrai que comme vous le disiez justement, toute cette vague qui a commencé déjà même, j'ai même envie de dire avant le Covid, de ces diplômés qui étaient en fait, je sais que c'est de ma génération notamment et celle d'un petit peu avant, surtout ma génération, mais où il y avait le Graal des études et tant que ça allait bien à l'école, il fallait aller le plus loin possible, décrocher les diplômes qu'il fallait et ensuite prendre l'autoroute du CDI. Et puis toute cette génération-là, arrivée 25, 30, 35, ben voilà, plus de sens, pas assez concret, trop dans le cérébral. Et il y a besoin de revenir à du concret, du faire, de la vraie utilité publique, j'ai envie de dire, et personnelle. Donc c'est pour ça que ma question au départ a été un petit peu orientée, mais juste pour être sûre de la cible, pas de la cible public cœur que vous aviez, parce que j'ai été un petit peu surprise de voir, pour être honnête. Maintenant, je comprends. Maintenant, connaissant vraiment la genèse du projet, je comprends tout à fait. Mais moi, avec ma vision des choses et étant dans plutôt l'autre public, eh bien, je me disais, c'est bizarre que ce soit pas un public plus élargi, justement, prenant en compte toutes ces personnes qui se sont depuis le début, très détachées, en fait, du côté manuel qui revient aujourd'hui. Voilà. Non, c'est du fait de l'historique. On n'a pas d'action principale. Ceci dit, quand même, moi, deux points de vigilance, en fait, que j'aurais un peu toujours, c'est cette question du faire, j'allais dire du faire au cœur, mais en tout cas qu'il y a ce truc de, et je trouve ça très bien, mais il y a plein de formations aujourd'hui sur les questions de transition écologique qui sont très cérébrales, très intellectuelles et qui s'adressent plutôt à des jeunes diplômés qui ont besoin aussi de cette bascule. On a vu avec AgroParisTech, on a vu avec Sciences Po et tout ça, qu'il y a des jeunes qui ont besoin de cette prise de conscience et c'est très très bien. Mais c'est pas notre truc et en même temps, moi j'ai pas envie non plus de créer, et c'est pour ça que c'est pas que je m'éloigne, mais en tout cas qu'on se pose ces questions du public, mais en tout cas j'ai pas non plus envie qu'on soit des écoles de formation des ouvriers 2.0 quoi, ou des ouvriers écolos, ou des éco-ouvriers, ou de je sais pas quoi. C'est pas ça du tout l'idée. Et en même temps quand même, il y a cette idée de dire, dans cette intuition de base qui était de dire aujourd'hui, quand même, ceux qui ont le plus à risquer et qui vont s'en prendre encore une fois plein la gueule, si ce n'est qu'ils s'en prennent déjà plein la gueule, c'est les publics les plus précaires, les plus en difficulté. Et donc, quelque part, c'est eux qui ont certainement la meilleure vision pour bâtir ces nouveaux récits dont on a parlé tout à l'heure. J'aimerais maintenant parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, les métiers manuels de la transition écologique, est-ce que vous pourriez expliciter un petit peu ça? En gros, quels sont, dans les grandes lignes, tous les grands métiers auxquels sur lesquels vous travaillez et que vous partagez aux apprenants? Tout à fait. Alors ça, c'est assez basique et assez moche d'ailleurs dans ces termes, mais c'est comme ça. Nous, on va parler de... Enfin, non, c'est pas nous d'ailleurs, c'est Pôle emploi qui parle, enfin France Travail maintenant, qui va parler de métiers verts et métiers verdissants. Donc les métiers verts, ce sont tous les métiers qui sont liés directement à la nature, donc garde forestier, technicien des eaux usées, technicien rivière, etc. Enfin voilà, tous ces métiers qui sont dans la surveillance, l'analyse, l'observation de la nature, donc vraiment en contact et en prise directe avec la nature. C'est finalement relativement peu d'emplois, ça, dans la globalité. Je pense que c'est 300 ou 400 000 emplois en France. Donc c'est déjà beaucoup, mais c'est peu par rapport à la masse d'emplois. Et ensuite, donc, ce qu'ils ont appelé les métiers verdissants. Donc ça, c'est voilà, c'est pas très joli en soi, mais c'est assez explicite. C'est-à-dire tous les métiers qui aujourd'hui sont en pleine mutation du fait de la prise en compte des enjeux écologiques, et donc ils vont se transformer, notamment par l'apport de nouvelles briques de compétences. Donc on a parlé par exemple de la menuiserie avec l'économie circulaire,
de l'agriculture avec l'agriculture bio, du métier d'électricien avec ces questions d'énergie renouvelable et de prise en compte, je sais pas quoi, des champs électromagnétiques, enfin peu importe, mais en tout cas, voilà, tous ces métiers qui sont dans cette mutation du fait des enjeux de transition écologique. Donc ça fait beaucoup de métiers, parce qu'en gros, hein, si on prend un peu ce qui est dit aujourd'hui, c'est un peu plus de 3 millions 500 000 à peu près emplois, et à terme, ça correspondra à peu près à tous les emplois, puisque l'idée, c'est quand même qu'on fasse évoluer tous ces métiers. Mais voilà, nous on se concentre plutôt sur ces métiers manuels, qui sont les métiers voilà, qu'on appelait de première ligne, en tout cas qui sont les métiers en prise directe avec le terrain, pour la prise de conscience aussi et l'appréhension de la question directe. Mais qu'est-ce que vous entendez par manuel? Parce que finalement, tout ce qui peut se faire avec les mains serait considéré comme étant manuel. Je pense des massages, par exemple. Alors, vous allez me dire, c'est pas en contact avec la nature, mais c'est partie de l'écologie de la personne. Donc, je sais pas, où est-ce que vous mettez le cadre, vous? Non, en fait, je crois que c'est assez évasif pour pas qu'on se mette de cadre. Alors, je pense que d'un côté, les entreprises vont trouver leur intérêt à dire ils vont former sur les énergies renouvelables, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a 7 postes pour un candidat sur ces volets-là, donc il nous faut des gens qui vont installer et maintenir des panneaux solaires, donc ça c'est les entreprises, que les collectivités vont dire je sais pas, on a besoin d'agriculteurs et de renouvellement agricole, donc ils vont former, alors même si c'est pas trop, enfin bref, peu importe, mais voilà, donc chacun a un peu sa vision, et moi je dis que oui, le bien-être, que le social, le médico-social, c'est aussi une forme d'écologie, parce que c'est du prendre soin. On a beaucoup parlé de ça ces dernières années, sur prendre soin de soi, des autres, de la terre et des choses. Donc dans une vision un peu permaculture, hein, finalement, de la société. Et du coup, pourquoi pas, en fait. En fait, on s'interdit rien. Comme j'ai dit, sur les publics, on a une histoire qui fait que on a beaucoup travaillé avec ces publics-là. Mais demain, je sais pas, à Paris, par exemple, ils ont eu l'opportunité, ils ont eu la possibilité ou la chance, enfin je sais pas comment on dit, mais de bosser beaucoup avec des jeunes qui sont demandeurs d'asile, parce que des rencontres, pareil. Et donc, ils ont orienté pas mal de formations là-dessus. Et sur les métiers, c'est pareil. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, tous les métiers pourraient rentrer dans cette idée-là, ou quasiment tous. Vous avez parlé de ma sœur, ça résonne particulièrement en moi, parce que je commence une formation de massage, enfin justement, donc c'est des sujets qui m'intéressent aussi globalement, sur cette idée de prendre soin des autres, pour le coup, qui font partie du tout écolo, quoi. On arrive tranquillement à la fin de notre échange, quasiment 2 heures. On n'a pas encore battu le record, hein, je vous rassure. Mais du coup, on a vu un petit peu les différents métiers que pouvaient englober les écoles du réseau Être. Maintenant, j'aimerais bien que l'on termine sur peut-être un projet, un métier, une personne, sans forcément citer son nom, mais que vous avez accompagné récemment, ou pas forcément récemment, mais qui vous reste à l'esprit, pour un petit peu illustrer tout le pourquoi de l'école, et puis voilà, le métier qu'elle peut-être elle a appris, ce qu'elle fait aujourd'hui, comment elle se sent, les déclics qu'elle a pu avoir, cette personne. Il y en a plein, en fait, d'expériences, de projets, tout ça, donc c'est toujours compliqué d'en choisir. Moi, juste très rapidement, je voudrais bien en choisir 2, parce qu'elles illustrent en fait aussi un peu la différence, quelque part aussi, de ce qu'on peut appeler, parce que évidemment, du fait qu'on ait des projets qui sont soutenus, notamment par la puissance publique, on a des notions de résultats, d'impact, de sortie positive et tout ça, mais il y a cette sortie positive, elle peut prendre plusieurs formes. Et du coup, je prendrai 2 exemples. En fait, un exemple qui est très concret, c'est un jeune alors pour le coup, que j'ai pas du tout accompagné, ou j'ai pas eu de lien avec lui, c'est on s'est rencontrés en fait lors de l'inauguration d'une école dans le Gard,
et qui lui avait suivi la formation dans une école, dans l'école de Montpellier, et qui est venu pour me rencontrer. Donc déjà, waouh, quoi, c'était déjà un beau moment de partage et d'émotion pour moi. Voilà. Et du coup, ben lui, typiquement, un jeune auquel, j'allais dire la société, mais finalement que lui-même s'est retrouvé dans ce déficit de confiance qui amène à l'échec et peut-être à des choses pas toujours très belles, puisque son parcours de vie, c'est euh, il, échec scolaire évidemment, difficulté pour trouver sa place, etc. Donc on commence à faire des conneries de plus en plus grosses, et puis ben, comme souvent, parce que pas forcément de soutien familial, de soutien de l'institution, etc., on finit en prison. Et donc lui était, voilà, parcours de vie pas mal d'aller-retour dans le système carcéral, de protection judiciaire, etc. Et un jour, par rencontre et par choix quand même, je pense, il se retrouve dans cette école à Montpellier. Et du coup, ce qu'il me dit, c'est que ce qui est très intéressant justement dans le discours, et moi ça a beaucoup aussi orienté le discours sur cette question d'écologie, c'est qu'il me dit, je rentre dans cette école et en fait, j'étais convaincu, à force qu'on me le répète, que j'étais capable de rien. Et notamment, et en plus, certain de rien pouvoir faire de mes mains. Et ça, c'était assez caractéristique finalement de pas mal de jeunes. Alors là, dans une situation assez poussée, assez grave, mais en tout cas, ils rentrent dans cette école et ils découvrent cette passion du faire, cette passion de réaliser, d'être constructif de tout ça. Et donc, ils découvrent ça, ils découvrent notamment le travail du bois. Et suite à son passage à l'école, il a ensuite fait une formation de constructeur de maisons bois. Et donc aujourd'hui, donc 4 ans après, il est constructeur de maisons bois. Et donc voilà. Donc finalement, au-delà de la question de l'apprentissage technique qu'on a pu apporter au sein de l'école, il y a quand même cette question de confiance, parce que lui est rentré en disant je suis capable de rien. Et il m'a dit j'en étais convaincu, et aujourd'hui je construis des maisons. Et j'ai trouvé ça assez beau dans l'image aussi de ça. Donc voilà, ça c'est une réussite. Bon, pour le coup, une très très belle réussite. Il y en a plein d'autres. Et notamment, je parlerai d'un autre parcours qui est moins, on va dire, marqué par rapport à ça, parce qu'il est beaucoup plus sensible dans l'idée, mais en tout cas, une jeune avec qui on travaille et qu'on a accompagnée, je veux dire, en tout cas qu'on a un chemin de vie qui a duré assez longtemps, parce qu'elle était là au tout début, donc en 2016-2017, au sein de 3PA, donc dans l'école Être originelle, et qui aujourd'hui s'est formée, a repris aussi confiance, parce que vraiment, je pense que c'est vraiment le point commun de tous ces publics qu'on accompagne. Et aujourd'hui, son projet, c'est de faire une formation de charpente maritime pour construire un bateau pour pouvoir faire le tour du monde. Voilà. Et donc ça, de se dire qu'elle est passée d'un truc où elle était, c'était pas nos futurs, mais en tout cas c'était futur très compliqué et beaucoup de difficultés à se projeter. Là, elle est dans une vision et dans une envie de faire le tour du monde, et c'est Wow. Ouais, c'est waouh, exactement. C'est très beau, quoi. Et dans un métier qui plus est, qui n'est pas forcément très ouvert aujourd'hui à la gente féminine. Donc ça montre Exactement. Et aussi ça, c'est la possibilité des impossibles. c'est ça, tout à fait. Mais ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que un des principaux, je veux dire combats, c'est pas combat, mais en tout cas de travail pour convaincre. Alors ça change, hein. Je veux pas non plus être dans une vision caricaturale, mais il y avait un filtre à l'entrée très fort, notamment au début de nos formations, qui était fait par les gens qui étaient censés orienter. C'est-à-dire que quelqu'un va arriver, une jeune fille ou une jeune femme va arriver en disant je veux faire menuisière. Il y avait beaucoup de filtres qui étaient, ou de barrières et de barrages qui étaient apportés en disant bah, c'est pas un métier pour les filles, tu vas voir c'est compliqué, t'as pas le physique pour ça, etc. etc. Et donc ça c'était un des gros sujets. Ça n'a pas été conçu comme ça, mais finalement du fait que dans l'historique on a toujours eu des groupes, aujourd'hui dans les écoles Être c'est 50% de filles, 50% de garçons, donc on est vraiment voilà,
et pour des métiers manuels, c'est juste exceptionnel. Sur la menuiserie bois, avec les 5-6 filles qui passent le titre pro chez nous, c'est plus d'un quart des effectifs de toute la région sur les menuisières. Donc c'est en même temps gratifiant pour nous et en même temps très triste parce que ça veut dire qu'il n'y en a que 20 qui s'autorisent à passer ce diplôme chaque année, quoi. Mais du coup, ça m'a donné une idée, mais je serais ravie de pouvoir accueillir peut-être au micro du podcast quelques femmes au métier très connoté masculin pour montrer que justement comment elles ont cheminé et puis ce qu'elles font aujourd'hui et quelles sont les genres de croyances qu'on a pu leur véhiculer et comment elles ont fait pour passer au-delà de ça parce qu'effectivement on nous dit, on a tout de suite l'image d'un métier en disant on n'aura pas la force donc c'est quasiment physiologiquement impossible alors que non, oui. On peut adapter aussi des métiers tout à fait. Non, c'est ça, et je pense qu'en plus de ça, parce qu'il y a la question de le dire, ça c'est une chose, hein, mais il y a aussi, et nous, du coup, il y a le dire, et il y a la fête de la formation en interne, mais il y a aussi la formation des équipes et des personnes qui, au-delà des équipes d'ailleurs, de toutes les personnes qui passent au sein de nos structures, parce qu'il y a un modèle de pensée, enfin on est complètement formaté en fait sur ces questions-là. Et donc je vois par exemple que c'est des détails, mais c'est hyper important. Je sais pas quoi, un camion de livraison qui va arriver pour livrer du bois par exemple pour le truc, il y a toujours un mec qui va dire pousse-toi de là que je m'y mette parce que t'es pas... Et ça part d'une bonne intention hein, à la base, hein, c'est de dire parce que tu n'as pas le physique pour le faire, je vais t'aider entre guillemets. Et du coup, c'est comment on déconstruit tout ça. Et je passe sur les blagues associées aussi au chantier, etc., etc. Enfin, il y a tout un travail de déconstruction. Alors nous, on déconstruit par le faire, quelque part. Hein. C'est pour montrer que c'est possible. Mais effectivement, il y a encore énormément de boulot pour faire tomber les schémas qui sont tellement incrustés en nous que... les premières réactions, c'est de dire non mais je vois pas le problème. En fait, c'est comme ça. En fait, de toute façon, les femmes et les hommes sont différents, donc c'est normal que les hommes aient des tâches manuelles entre guillemets et les femmes et les boulots domestiques. Enfin, je sais pas quoi, mais et du coup, déjà pour déconstruire ce modèle-là, c'est un énorme boulot, quoi. Donc avec plaisir, ouais. Oui, on en discutera en off du micro pour voir si vous avez des contacts à me conseiller. Mais je me permets juste quand même de mentionner le fait, pour rester quand même un peu réaliste, nous sommes quand même entre femmes et hommes, nous sommes différents. Nous avons un corps qui est différent, une physiologie qui est différente, une masse musculaire qui tend à se développer qui est quand même différente, malgré le même ratio de protéines. On va le transformer et l'assimiler différemment. Donc, c'est certain qu'il y a quand même des différences. Pour autant, et là j'en suis convaincue, ces différences ne doivent pas amener à créer des métiers, pour le coup, très sectaires. Et du coup, je pense que sans amener à abaisser et rabaisser la femme sur certaines facettes, notamment les capacités physiques. Il y a de très grandes femmes qui sont pompiers et elles le font très très bien. Il y a aussi des femmes qui font effectivement... moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une maçon. Et en fait c'est juste que le métier, il est perçu un peu différemment. Il est peut-être aussi enseigné un peu différemment. Vous parlez de, par exemple... vider un camion de bois, peut-être que derrière c'est la palettisation qui est un petit peu différente. Je sais pas, hein, je dis ça des choses un peu en l'air, mais il faut rester concret sur la capacité de la femme sur certaines choses, hein, parce qu'il y a d'autres choses où elle surpasse l'homme. Ça dépend des caractéristiques physiologiques, mais néanmoins il y a adaptation à faire tout simplement, mais le métier est complètement faisable en fait. Mais je pense deux choses là par rapport à ce qui est dit. Moi, j'ai des collègues qui sont 3 fois plus costauds que moi. Alors c'est aussi un rapport à la personne, au développement et au travail qu'ils font. Enfin, moi, c'est clair que... Et que du coup, moi, je suis élu quelque part des fois de fait parce que je suis un mec. Donc par je sais pas, des gens, encore une fois, de bonnes intentions, hein, c'est pas la question. Mais... Donc ça, c'est une chose, c'est qu'il y a la vision globale de la physiologie peut-être, mais en tout cas, au cas par cas, il y a quand même des différences. Et moi, je sais que j'ai des collègues qui sont bien plus formés et musclés que moi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, moi, je pense que c'est le plus intéressant, à la limite, au-delà de la question de genre, c'est la question de la vision du métier. C'est-à-dire qu'on a des métiers qui sont basés sur
cette compétition à la destruction. C'est-à-dire que, en gros, on est là à dire, je sais pas, un sac de ciment, c'est nouveau qu'on baisse la quantité en fait dans les sacs pour que ça puisse être soulevé et porté par tout le monde. Et jusque-là, et puis j'ai plein de copains aussi sur ces questions-là, mais c'est dire combien t'emportes le plus, etc., pour montrer que je suis puissant et le plus fort, et qui à 35-40 ans des problèmes de dos à vie, quoi. Et donc c'est aussi la vision, au-delà de cette question, je pense, uniquement sur la vision de genre ou biologique, il y a cette question de l'appréhension du métier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Ouais, et qu'est-ce qu'on met en place pour que le métier s'adapte bien à la personne, qu'elle soit d'ailleurs avec un handicap d'ailleurs, ou une question de genre. Tout à fait voilà. aussi, absolument. Bon, nous arrivons vraiment à la fin de l'épisode. J'ai juste quelques petites questions de clôture. On a fait une belle intro. J'aime aussi, je suis très gourmande, j'aime beaucoup les desserts également. Pour terminer, je ne termine jamais sans un dessert. J'ai beau être naturopathe, voilà. Du coup, ma première question dessert, c'est quel conseil, peut-être un conseil principal, un conseil pratique que vous pourriez partager, que vous aimeriez partager pour aider nos auditeurs du jour à naviguer peut-être avec succès, c'est-à-dire avec réussite personnelle aussi dans ce nouveau monde, vers ce nouveau monde. J'en aurai deux et très rapides. Le premier conseil, c'est ne suivez pas les conseils. Et la deuxième... Donc arrêtez d'écouter ce podcast. Non, c'est de l'inspiration quelque part. Mais je pense que, encore une fois, je le dis, je le répète, et je me suis planté plein de fois, et planté, je sais plus ce que disaient les soulèvements de la terre, mais on s'est planté, mais on ne savait pas qu'on était des graines, ou je sais plus comment c'était, mais peu importe. Mais en tout cas, le fait est que c'est plus de l'ordre de l'inspiration pour l'action que de l'ordre du conseil, parce que deux conseils, pour, encore une fois, la construction du monde nouveau ou du monde différent, on n'en a pas, puisqu'on ne le connaît pas. Et donc, je pense que ça, le premier conseil, c'est dire, oui, ne cherchez pas des conseils, parce qu'on n'a rien de formé ou de formaté. Moi, je sais que toute ma vie, on m'a dit, ce que j'ai dit en intro un peu, mais toute ma vie, on m'a dit que ça ne marchera jamais. Et preuve est faite qu'il y a des choses qui marchent, il y en a d'autres qui ne marchent pas, mais voilà. Et donc, le deuxième conseil, du coup, qui n'en est pas un, mais en tout cas, c'est faire, expérimenter, tester. Voilà. Planter et se planter. Ouais, voilà, planter, se planter, ouais. Très bien, c'est exactement ça, ouais. Et je pense que la vie est courte, quand même. Qu'on a eu une certaine urgence, qu'on a des beaux rêves et des belles idées, que c'est très partagé. Moi, je suis hyper heureux aussi dans ce développement de réseau, de voir que j'appelle ça un peu la France invisible, ou la France un peu silencieuse, mais finalement faiseuse. C'est de voir en fait toute cette énergie qui existe partout, sur tous les territoires, que ça va de l'Occitanie à l'Allier, aux Deux-Sèvres, enfin partout, il y a des gens mais incroyables. Et de toutes ces énergies, de tous ces rêves, vont émerger ce monde de demain. Et j'aime bien, on parlait de se planter, moi j'aime bien faire référence aussi aux graines. Vous disiez qu'il y avait plein de choses que vous aviez fait, certaines choses avaient fonctionné, d'autres pas. C'est comme les graines, on en plante plein et toutes ne germent pas. Et pas plus tard qu'hier, je lisais dans le mémoire d'un étudiant qui a réalisé du coup un mémoire sur l'agroforesterie synthropique et les enjeux climatiques, qui disait qu'il y avait un gland sur 1 million qui allait donner un chêne mature et résistant. D'où le fait qu'il y ait plein de glands au sol, effectivement, à l'automne, mais tous ne donnent pas un beau chêne. C'est le principe même des graines qui ne germent pas toutes dans les bonnes conditions, et de la sélection naturelle derrière aussi. C'est un peu... Tout à fait. Et c'est le cas exactement. De la reproduction en général. Ouais, très intéressant. J'avais pas... Oui, tout à fait. Et en même temps, moi, ce que je dis, alors, du coup, c'est moins joli comme image. Peut-être je prendrai ça là, mais c'est vrai que ces derniers temps, je parle beaucoup de l'apprentissage du vélo, dans le sens où on s'est cassé la gueule pour plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois, plusieurs centaines de fois pour apprendre à en faire.
et que je pense que c'est pas la culture de l'échec, c'est pas non plus ça, mais c'est plutôt la valorisation ou en tout cas l'apprentissage par l'échec qui est aujourd'hui assez dévalorisé, parce qu'on a un côté un peu aujourd'hui, peut-être, alors je sais pas ça, je parle de la France parce que c'est le pays que je connais, mais en tout cas il y a cette culture de la réussite un peu avec l'entrepreneur qui ne dort pas et qui réussit tout ce qu'il fait, et qui transforme tout en or, etc. Et je pense qu'un peu plus d'humilité, parce que tous, sauf si on est né dans un endroit où on n'a pas besoin d'expérimenter, mais en tout cas moi je sais que ça a été douloureux les échecs, non pas parce que ils n'ont pas permis d'apprendre des choses, mais parce que aussi de la vision des gens à ces moments-là, de dire ah t'as raté, t'es un raté, et du coup de pouvoir toucher un peu du doigt justement des parcours de vie dont j'ai parlé tout à l'heure, mais de dire toute ta vie, si on te répète que t'es un raté, tu finis par l'assimiler, quoi. Et donc voilà, de faire de ces moments-là des choses, des moments d'apprentissage, bah ce serait bien en fait, et même du coup dans tout le parcours scolaire, dans le parcours d'entrepreneur, dans le parcours de vie, un échec n'est pas un échec. Mais voilà, moi je rêve d'un monde, si on devait me retourner la question, c'est quoi ta vision du monde, Alexandra? Moi c'est un monde où on ne parle pas forcément d'échec ni de défaut, parce qu'en fait je trouve que le terme même d'échec émane d'une culture du résultat. Et que effectivement, et pas de la culture du processus. Et en fait, c'est quoi un échec? C'est ça qui est... Parce que, encore une fois, si on a adoré le processus de création, je sais pas moi, n'importe quoi, d'un dessin, même si le dessin il va à la poubelle, ça pourrait être vu comme un échec. Mais non, en fait, si le processus a été apprécié derrière, et en plus ce processus nous a permis d'apprendre quelque chose, et qu'en plus peut-être nous a fait, moi je sais que j'ai une vision un petit peu en arborescence des choses, et donc du coup je sais que j'ai besoin de faire quelque chose pour aller ailleurs, mais cette première étape là, en fait, à l'instant T, si je m'attelle qu'au résultat, elle sert à rien, mais en fait si, m'a permis d'aller ailleurs, en fait. Donc j'ai même envie de dire que c'est la notion d'échec qui serait un mot à supprimer du dictionnaire, du Larousse. Je vais leur écrire. C'est ça. Il y a du boulot encore. Du coup, pour vous retrouver, je vais bien entendu mettre les liens de l'école et des écoles Être. Est-ce qu'il y a un autre canal que vous aimeriez que je partage ? Ou tout mène à vous par le rien. Les réseaux perso, peut-être. Oui, Enfin, perso, sur LinkedIn ou sur... je sais pas, j'en sais rien, en fait. C'est vous qui choisissez. Oui, peut-être LinkedIn, c'est plus simple. Ouais, non, mais Ok. Non, sur LinkedIn, c'est vrai que je suis des fois interpellé sur les... d'ailleurs, là, je dois appeler quelqu'un qui a un projet, qui veut en parler, tout ça, et moi, j'aime bien, ça me nourrit aussi d'échanger. Donc voilà, peut-être mon LinkedIn perso pro, du coup, parce que LinkedIn, c'est toujours pro. Mais... Ok. Voilà. Je mettrai les liens dans la description. Sur les écoles. J'ai 2 dernières questions. La première, c'est qu'aimeriez-vous entendre à ce micro ? Alors, moi, je suis passionné en ce moment d'une personne qui fait un travail, parce qu'on n'en a pas trop parlé, de la jeunesse ou des jeunesses aujourd'hui, mais d'une journaliste qui s'appelle Salomé Saké, qui a fait Je sais pas si elle va accepter de venir à mon micro, mais... Bon, on sait mais jamais, oui, avec grand plaisir, elle est très intéressante, très inspirante. Voilà, en tout cas elle. Et puis après, de manière très locale, il y a plein de gens inspirants. Plein de gens inspirants, je dirais presque tous les gens qui passent par chez nous aujourd'hui. Et ça va de Antoine qui du fait d'une rencontre aussi ensemble, a lancé ce projet de tiers-lieu un peu fou dans un endroit complètement extérieur à tout, et qui, lui, a une expérience de 30 ans dans les entreprises classiques, et qui retrouve en fin de parcours professionnel au sein de 3PA dans un milieu complètement différent. Donc lui, ça serait assez intéressant à voir, à discuter avec lui. Mathilde aussi, en fait, j'en ai pas trop parlé aussi, mais qui est cofondatrice avec moi de l'école Être, et qui a été une grosse source
j'allais dire d'inspiration, mais en tout cas de plus que ça, parce que ça a été une source d'action, parce qu'elle est arrivée à un moment où moi j'étais en grosse dépression, on va dire, en tout cas grosse difficulté par rapport justement au projet, et comme je l'ai dit tout à l'heure, mon projet c'est plus que mon boulot, c'est un peu ma vie, donc c'était très compliqué. Elle m'a dit de quoi tu rêves en fait, et j'ai dit je rêve de faire une école, et elle m'a dit ton école on va la faire. Donc c'est elle qui a rendu possible tout ça. Aujourd'hui elle a été co-directrice avec moi de 3PA, maintenant elle est prestataire quoi, d'accompagnement, et en même temps elle lance un projet de gîte rural dans une ferme et tout ça. Enfin bon, c'est quelqu'un de plutôt très intéressant. Je pense que ça pourrait être intéressant d'échanger avec elle. Et puis en fait des centaines de personnes, parce que là en fait par effet de trucs je repense à plein de gens, mais là c'est 2-3 personnes là déjà, ça sera pas mal. Parfait. Et enfin, dernière question, c'est pour vous donner la parole, encore une dernière fois. C'est quelle question aimeriez-vous poser à nos auditeurs ? Quand est-ce que vous passez à l'action ? Maintenant. Merci beaucoup Frédéric pour votre temps passé au micro d'une graine germe. J'ai été vraiment très, très contente de pouvoir écouter le podcast d'Amélie, Amélie Dag, donc du coup du podcast Laisse Béton, qui m'a permis de vous connaître et maintenant de vous avoir au micro. Merci pour vos partages qui sont à la fois réalistes et à la fois plein d'espoir, et on sent que c'est la joie et le cœur qui guide chaque action donc dans votre vie et ce que vous pouvez créer. Donc ça fait toujours c'est toujours inspirant de pouvoir avoir ce type de personnes qui rentrent dans notre vie. Donc merci beaucoup pour votre temps, et bon là, je pense que je reviendrai vers vous prochainement. Ça marche, pas de problème. Merci beaucoup en tout cas pour ce temps d'échange. C'est toujours nourrissant aussi de faire ce petit pas de côté ou cette prise de recul par rapport à quand même la vitesse du monde qui est des fois un peu compliquée à suivre. Absolument. À bientôt Frédéric. Merci, à très bientôt. Ouais. Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire? Alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes? N'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.